Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a été recommandé plusieurs fois dans le podcast. Je reçois le stand-upper Simon Gouache. Comment ça va? Ça va bien toi-même? Ça va super. Si je me trompe pas, au Québec comme ici en Belgique, vous avez pu rendre les scènes pendant un petit temps et maintenant c'est reparti confinement. Ça dépend des régions, mais en bonne majorité, oui, tout est arrêté. Ça a recommencé un peu pendant l'été où on a pu faire quelques spectacles, évidemment dans des conditions particulières où il y avait la distanciation sociale, mais depuis maintenant un mois et demi, là, tout est arrêté, principalement à Montréal ou dans ce qu'on appelle le Grand Montréal. Là, toutes les régions alentours, c'est complètement arrêté, il n'y a plus rien. Et comment est-ce que tu deals avec tout ça, toi? Je m'ennuie beaucoup de la scène. Je m'ennuie surtout de ma routine. Je suis une personne très routinière. J'aime la répétition. La routine, tout simplement. La routine de la route, de la tournée, ça m'a toujours beaucoup plu. Mais, écoute, je suis chanceux d'être en couple avec une femme extraordinaire qui, dès le début de tout ça, dès le début des confinements et de la pandémie, m'a dit « Vois ça comme des vacances, vois ça comme un congé forcé parce que tu n'en as pas pris beaucoup dans les dernières années ou presque pas. Tu l'as mérité, donc profite-en pour faire des choses que tu n'avais pas le temps de faire ou découvrir des nouvelles choses. » Elle me le rappelle assez régulièrement, donc j'ai réussi à garder vraiment un bon moral puis à voir ça le plus positivement possible. C'est sûr que mon métier me manque énormément quand, évidemment, moi j'étais en pleine tournée quand la pandémie a commencé, quand tout est arrêté pendant quelques mois. Je me suis dit, sais-tu quoi, quand on va pouvoir recommencer à faire des spectacles, je vais en profiter pour faire du tout nouveau matériel, pour écrire des nouvelles choses, pour écrire sur des nouveaux sujets. Puis j'avais commencé à faire ça cet été. J'étais vraiment content de où ça s'en allait. Je commençais vraiment à toucher à de quoi dans mon matériel. Puis là, boum, ça a retombé une deuxième fois. Donc c'est plus ça. J'étais sur une belle lancée, puis ça a été arrêté. Ça fait comme deux lancées là, qui sont arrêtées par tout ça. C'est comme si tu faisais une montagne russe, t'arrives en haut et il faut descendre. Exactement, mais écoute, je me dis qu'il y a des gens qui sont dans des bien pires situations que la mienne. Je suis chanceux de pouvoir passer à travers cette pandémie-là confortablement avec des personnes que j'aime. Quand ça va recommencer, ça va recommencer. Tout va revenir à la normale un jour. D'ici là, j'essaie de garder le moral, puis je suis chanceux d'être entouré par des gens positifs. Mais du coup, comment est-ce que tu occupes tes journées en ce moment? Beaucoup de Netflix, je pense comme la majorité des êtres humains sur la planète qui ont accès. Évidemment, là, moi, j'étais chanceux parce qu'au début de la pandémie, évidemment, tous les sports, moi, j'aime beaucoup le sport. Tous les sports sont arrêtés du même coup. Puis quand les sports ont recommencé, ben là, tous les sports ont recommencé en même temps. Donc là, j'avais pas assez d'une télé pour regarder tous les sports que je voulais regarder. Puis là, tout est terminé. Toutes les saisons sont terminées. Donc là, on est revenu à Netflix. Et ici, au Québec, l'hiver se pointe le bout du nez tranquillement, pas vite. On a eu notre première neige hier, ici à Montréal. On se prépare à ça. J'essaie de passer le plus de temps possible avec ma copine, de préparer ce qui s'en vient pour nous. Mais évidemment, c'est ça. Il y a une limite. Comme tout est fermé, ma copine et moi, on aimait beaucoup aller au restaurant, on aimait beaucoup sortir, aller prendre des marches et s'arrêter dans un petit bistrot pour prendre un petit verre à l'improviste. Maintenant, c'est évidemment, on peut plus le faire. Donc, on s'occupe d'une autre façon. Comme je te dis, il faut s'occuper, mais en même temps, des fois, il faut juste prendre le temps de rien faire. C'est important. Mais du coup, toi qui es un très gros consommateur de stand-up, est-ce que ça a augmenté ici en période de confinement ou c'est comme d'habitude? C'est comme d'habitude, dans le sens que j'en consomme toujours autant. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés en ce moment parce que les humoristes ne peuvent tout simplement pas enregistrer ou filmer leur nouveau spectacle. Mais il y en a en masse pour nous occuper quelques mois, si c'est pas quelques années. Donc oui, je continue encore. Moi, ce que j'aime, c'est quand je découvre un humoriste qui me touche puis qui m'accroche, c'est de fouiller pour voir qu'est-ce que je peux trouver de plus vieux, de plus ancien, des choses qu'il a faites peut-être au début de sa carrière ou il y a quelques années. Donc, je suis là-dedans. Ce que j'aime beaucoup, c'est moi, j'écoute beaucoup de podcasts américains. Marc Maron, écoute, pour ne nommer que lui, il y en a plusieurs autres. Mais ce qui est le fun dans ces podcasts-là, c'est que souvent, ils reçoivent des humoristes que moi, je connais pas encore. Ils vont recevoir des humoristes que eux côtoient dans les clubs, mais que moi, je connais pas encore. Donc, ça me permet, à chaque semaine, j'ai comme quelqu'un de différent à découvrir. D'ailleurs, la semaine passée ou l'autre d'avant, dans un de mes podcasts préférés, ils ont reçu un humoriste
canadien-anglais, qui s'appelait Ian Bagg, que je connaissais pas du tout. Puis j'étais allé écouter ses albums, puis c'est absolument hilarant. Donc, je suis content d'avoir découvert ce nouvel humoriste-là. J'avais entendu le nom, je savais que les humoristes l'appréciaient beaucoup, puis que c'était quelqu'un qui était très aimé de ses collègues, mais moi, personnellement, j'avais jamais entendu ce qu'il faisait. Donc, de le découvrir dans ce podcast-là, ça m'a permis de fouiller, de voir un peu ce qu'il avait fait avant, puis j'ai trouvé ça absolument hilarant. Donc, content, parce que maintenant, ça en a fait un de plus que je peux recommander à des gens. Ça approfondit mes connaissances, donc il y a toujours moyen d'en apprendre. Toujours. Ah ouais, ben moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore faire le podcast, c'est qu'à chaque fois, on me recommande des gens que je connaissais pas, et après, je vais regarder, et j'en ai ajouté plein à ma liste. Je suis curieux de savoir, en fait, parce que j'ai écouté des podcasts que t'as fait et tout ça, et tu parles essentiellement d'humoristes anglophones. Est-ce que t'écoutes aussi beaucoup de francophones, Québec, France, Belgique, Suisse, etc.? Oui, et j'essaie de me tenir au courant. C'est sûr que le bassin d'humoristes américains est beaucoup plus important que le nombre d'humoristes de la francophonie. Mais j'essaie de me garder le plus au courant de ce qui se fait un peu partout. Après ça, c'est plus l'accessibilité qui est différent ou qui est pas nécessairement le même. Moi, j'ai une affinité pour le stand-up américain. C'est ce qui me parle le plus. Je pense que j'ai plus tendance à aller vers ça. C'est comme mon sport préféré. Je suis certain que tu as un sport préféré qui t'intéresse plus que les autres. C'est rien contre les autres sports. C'est juste que lui t'accroche plus. Moi, j'ai ça avec le stand-up québécois, justement. Ah, ben voilà, tu vois. Moi, ça me parle plus, ça me rejoint plus. Donc, mon premier réflexe va être de fouiller ou de découvrir de nouveaux humoristes américains, mais j'ai pas la prétention de dire que je suis aussi connaisseur en humoriste de la francophonie que d'humoriste anglophone. Je pense que je m'y connais quand même bien. Je pense que je connais quand même assez ça. Pour moi, c'est important parce que c'est important de savoir ce qui se fait partout, de voir les différents styles, d'écouter les différents styles, puis de suivre les modes aussi. Je trouve que c'est important, puis c'est surtout intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu dommage, c'est que ce qui est francophone est parfois moins accessible que ce qui est américain, parce que Netflix, les specials, HBO et tout ça. Mais il y a du bon un peu partout. Mais moi, celui qui m'accroche le plus, c'est l'humour québécois. C'est un truc que j'ai découvert avec Stéphane Fallu, que j'ai eu dans le dernier épisode. C'est avec lui que j'ai découvert tout le reste. Mais c'est d'ailleurs quand je lui ai dit ça, c'est marrant parce qu'il m'a dit ça arrive tellement jamais que quelqu'un découvre d'autres gens via moi. Ouais. J'ai découvert Mike Ward. Toi par exemple, c'est Guillaume Wagner qui te recommandait et je me suis dit mais je connais son nom, j'ai déjà vu une vidéo et après j'ai été tout regarder et je me suis dit il faut que je le reçoive dans le podcast. Je trouvais super intéressant ce que tu disais dans les podcasts que t'étais invité. C'est gentil. Je sais pas si t'es à l'aise avec le compliment parce que moi j'ai tendance à en faire beaucoup. Pas nécessairement bon pour les recevoir, mais je suis à l'aise à les entendre. Ça va. Alors, parce que j'ai tendance à en faire et si t'es pas à l'aise... Ça va mal. Il n'y a pas de problème. Je vais te le dire quand je suis plus à l'aise. Pendant le précédent confinement, t'avais commencé un podcast qui s'appelle Face à Face à Face, dans lequel tu recevais deux humoristes pour échanger sur un spectacle d'humour et en profiter pour parler d'humour en général. Est-ce que tu vas faire d'autres épisodes de ce podcast? J'aimerais beaucoup ça. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. Parce que c'est quelque chose que je fais naturellement. Comme on se disait avant de commencer d'enregistrer, moi, tu me parles d'humour, puis tu peux me parler d'humour pendant des heures et des heures et des heures et des heures. C'est ma passion. Je pense que j'ai un bon œil, pas nécessairement critique, mais analytique sur l'humour en général. Donc, je suis toujours fasciné par à quel point c'est tellement du cas par cas. Moi, quand je faisais ce podcast-là, il y a quelques fois où je recevais des collègues que je connais très bien et moi, je leur proposais un humoriste américain en me disant ils vont capoter, ils vont trouver ça vraiment bon, ils vont découvrir, ça va être leur nouvel humoriste préféré. Puis, tu vois, non, ça les avait laissé un peu sur leur appétit. Ils étaient, ouais, c'est pas mauvais, mais c'est... Puis j'étais tellement surpris parce que moi, je me suis dit, OK, moi, j'adore ça, je trouve ça tellement brillant et drôle. Donc, pour moi, ça, de parler avec un humoriste, peu importe avec qui, parler avec quelqu'un d'art, et moi, mon art préféré, c'est l'humour, mais tous les arts en général, pour moi, les différences d'opinion sont tout aussi intéressantes, sinon plus, que quand on a la même opinion sur une œuvre. C'est le fun de partager une passion commune, c'est le fun de partager un intérêt commun, mais pour moi, d'essayer de comprendre comment quelqu'un peut adorer ce que j'aime pas ou pas aimer ce que j'adore, pour moi, c'est tout aussi intéressant et c'est, sinon plus, c'est ce que j'ai vraiment aimé avec ce
podcast-là, ces discussions-là, au début, je me suis dit, je vais devoir naturellement proposer des humoristes que j'aime pas beaucoup pour alimenter la discussion. Je me suis dit, on peut pas parler une heure et demie en disant à quel point on l'aime, puis on aime, puis on aime, puis on aime. Ça devient redondant, puis à la limite, pas intéressant à écouter. Mais j'ai été fasciné par à quel point il a fallu toutes les discussions que j'ai eues. Il a fallu couper court à toutes les discussions parce qu'on aurait pu continuer pendant 4-5 heures. Des fois, on était d'accord sur des affaires. Des fois, autant on pouvait aimer un humoriste, puis toi, telle portion de son spectacle, ça m'a pas rejoint, ou j'ai trouvé ça facile, ou j'ai trouvé ça... je sais pas, vulgaire ou au contraire brillant. De décortiquer cet art-là, c'est une passion pour moi, puis de la partager avec des gens aussi passionnés que moi, c'était un plaisir total. Donc oui, j'aimerais ça recommencer. Moi, je peux faire une chose à la fois. J'ai beaucoup de difficultés à faire deux choses en même temps. Il y a des gens qui ont... quand je vois la jeune génération, exemple, d'humoristes québécois, qui arrive à un spectacle après avoir tourné une vidéo, puis avoir enregistré ci, puis fait ça, puis à midi, j'ai fait ça. À chaque fois, je suis comme, mais comment vous faites? Moi, si j'ai un spectacle le soir, je fais rien de ma journée, là, je peux pas penser à autre chose que ça. Je suis tellement comme toi là-dessus. Moi, c'est comme, il y a une chose. La jeune génération ici au Québec est tellement travaillante et multitalentueuse que ça en vient étourdissant pour quelqu'un de ma génération qui va mettre toute son énergie sur une chose, puis une fois que ça sera terminé, mais là, on pourra attaquer le reste. Fait que tu vois, là, en ce moment, j'étais tellement parti dans une belle lancée d'écriture que j'ai de la difficulté à mettre ça de côté pour faire autre chose, on dirait. Okay. Donc, c'est naturellement quelque chose que je vais refaire dans ma carrière, que je vais le faire à plus grande échelle ou à plus petite échelle, je ne sais pas encore, mais c'est tellement quelque chose que j'ai aimé que c'est sûr et certain que je vais reprendre ça un jour, c'est sûr et certain. Je t'encourage vraiment à le faire parce que c'est quelque chose que j'adore, parce que moi déjà on parle d'humour, je suis content, mais je trouve ressortir de la conversation, c'est 3 personnes qui parlent de quelque chose qu'ils aiment, qui respectent, et que ça se ressent tellement dans la conversation qu'on se dit ils aiment comme moi, et même s'ils aiment pas spécialement la personne, mais ils respectent quand même l'art. Exactement. Tu sais, les premiers épisodes que j'ai faits, moi j'avais aucune expérience là-dedans, j'avais jamais fait de podcast ou de radio ou quoi que ce soit, j'avais jamais animé quoi que ce soit non plus. Puis les premiers épisodes, je trouvais évidemment, ça devenait très critique par rapport au spectacle ou par rapport à l'humoriste que j'avais proposé aux invités. Puis par la suite, je me dis, là, il faut que ça soit plus accessible aux gens qui ne sont pas initiés ou qui carrément n'en écoutent pas, qui ne sont pas nécessairement intéressés par l'humour américain. Donc, j'ai essayé, pour moi, c'est important que oui, ça soit des discussions, oui, qu'il y ait une certaine partie de critique par rapport à l'humoriste qu'on a écouté, parce que naturellement, c'est inévitable, mais aussi que ça devienne une discussion plus large sur l'humour en général, mais que ça soit surtout une discussion passionnée sur un métier qu'on adore, puis un art qui nous fait triper. Je pense qu'on y était arrivé, je pense qu'on était sur la bonne voie, puis quand j'ai commencé à sentir que les gens écoutaient puis que les gens étaient intéressés par ce qu'on disait, même s'ils n'étaient pas nécessairement intéressés par l'humour comme tel, c'est là que je me suis dit, OK, là, on tient quelque chose d'intéressant. Donc, j'ai un peu plus d'expérience là-dedans que j'en avais il y a 1 an. Donc, c'est pour ça que si un jour je repars le projet, je refais le projet, je commencerai pas à zéro. J'espère vraiment que tu vas en refaire parce que moi c'est tout ce que j'aime, donc on parle d'humour, je suis content. Est-ce que tu avais déjà voulu faire des épisodes avec des spectacles francophones? Oui, absolument. Ce qui était plus difficile dans ce podcast-là, c'est que je voulais vraiment que ce soit les spectacles les plus accessibles possibles aux auditeurs. Donc, c'est un peu ça, ça revient à ce qu'on disait tantôt, comme quoi l'humour américain est évidemment beaucoup plus accessible que le reste. Donc, je me concentrais à garder des spectacles qui étaient disponibles sur Netflix ou sur Amazon, les plateformes les plus accessibles et populaires, si tu veux. Des spectacles francophones sur Netflix, à moins que je me trompe, je sais qu'il y en a quelques-uns, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je sais qu'il y en a quelques-uns qu'on avait
pensé faire, qui était peut-être dans la liste là, de ceux dans les prochains épisodes avant qu'on arrête de faire le podcast. Mais lorsqu'on va reprendre le flambeau, là, si un jour on le reprend, le but, ça serait justement de faire découvrir des humoristes d'un peu partout, mais pour moi, c'était tellement important que ça reste accessible que ça limitait un peu, évidemment, le terrain de jeu. Après, il y a des spectacles complets disponibles sur YouTube. Exact. Peut-être des plus vieux spectacles aussi. Je sais pas si tu veux rester dans quelque chose de plus actuel ou... Si on reprend le projet, je veux que ça soit principalement une discussion sur l'humour, plus que sur un humoriste. Parce que je continue de penser que moi, il y a des humoristes qui me rejoignent pas nécessairement, qui font pas un humour, qui vient me chercher. Ça n'enlève absolument rien à leur grand talent. Mais en même temps, pour moi, je veux pas que ça soit juste une critique, parce que si moi, ça me plaît pas, ça devient négatif, puis ça devient, pour moi, pas intéressant à écouter. Si j'écoute la critique d'un film ou d'un album de musique, quoi que ce soit, c'est juste la personne qui aime pas ça, puis qui, pendant 5 minutes, dit à quel point c'est mauvais, je pense pas que je vais l'écouter au complet. Tu sais, je dis, c'est pas intéressant. Moi, ce que je veux entendre, c'est quelqu'un de passionné. Moi, si quelqu'un me parle d'un band ou quelqu'un me parle d'un musicien ou d'une musicienne que je connais pas, si cette personne-là en parle avec passion et avec des étincelles dans les yeux, là, j'ai plus tendance à vouloir entendre ce qu'il y a à dire. C'est pour ça que je serais ouvert à parler d'humoristes même qui sont plus actifs, ou l'humour, c'est pas juste ce qui se fait en ce moment, c'est tellement plus large, plus vaste, puis il y a tellement de styles, puis il y a tellement de recettes différentes d'humour qu'il y a moyen de parler à l'infini là, de ce qui se fait, de ce qui s'est fait et de ce qui va se faire. Moi, je pense qu'il y a vraiment moyen. Il y a pas mal de spectacles disponibles sur YouTube de stand-uppers français, québécois, belges aussi. Donc, je pense qu'il y a moyen de trouver. J'avais regardé un peu, oui, en effet. Je t'enverrai une liste si tu veux. Très bien. C'était ma prochaine requête. Ça marche. Mais ici dans le podcast, moi ce que j'ai envie de faire ici surtout, c'est de faire découvrir toi aux auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Du coup, j'aimerais remonter le temps avec toi et revenir au tout début. Comment est-ce que tu étais quand tu étais petit? Est-ce que tu étais quelqu'un de drôle déjà petit ou pas? Ça dépendait énormément des situations, je te dirais. Jeune, j'étais quelqu'un principalement d'extrêmement gêné, de très, très réservé. Encore aujourd'hui, si on est plus que 5 personnes, je vais être à coup sûr la personne qui parle le moins. Pas quelqu'un qui aime être le centre d'attention, qui aime l'attention, nécessairement, carrément. J'ai toujours été comme ça. Par contre, je pense que le fait que j'ai toujours été très réservé, mais qu'en même temps, j'aimais beaucoup les gens. J'étais quelqu'un de réservé, mais pas solitaire. J'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé être avec des gens, être en contact avec des gens, être dans une atmosphère vibrante, mais je n'étais pas celui qui allait nécessairement partir le feu ou qui allait participer tant que ça. Donc, j'étais très gêné, mais pas solitaire. Et ça a fait en sorte, je pense, que j'ai développé un sens de l'observation aiguisée qui m'aide évidemment aujourd'hui énormément dans mon métier, parce que c'est ça mon métier, c'est d'observer. Moi, j'étais le genre à pas dire un mot de la soirée, mais les 2 choses que je vais dire vont faire rire pendant 10 minutes. Tu comprends? Okay, ouais. C'était comme, le monde parlait, puis là, de temps en temps, je donnais un petit commentaire, puis je pense que ça a fait en sorte, comme je te dis, que j'ai développé un sens de l'observation aiguisée qui m'aide aujourd'hui, mais ça a aussi développé, je pense, ma capacité à y aller droit au but, à trouver la bonne formulation de choses. À être efficace. Être efficace, voilà. J'aurais pas dit mieux moi-même. L'efficacité de la phrase qui m'aide encore, évidemment, beaucoup aujourd'hui, parce que une blague, c'est drôle, mais plus c'est dit rapidement, et plus c'est concis, et plus c'est fort, mieux elle va marcher. Cet aspect-là de ma personnalité, qui est très réservé, mais qui, en même temps, j'avais le goût, j'avais envie de la dire, cette petite phrase-là ou ce petit commentaire-là qui allait faire rire les gens, mais il fallait que je sois efficace, parce que je le sais que moi, si je parle longtemps, je m'enfarge dans mes mots, je ne suis pas efficace si j'étire. Donc, j'ai appris à être très concis et à être très efficace. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça fait un beau mélange pour le métier que je fais. J'ai toujours été fasciné par le drôle,
Mon père était quelqu'un de très drôle. Mon père, c'était, dans son groupe d'amis, celui qui faisait rire. Puis moi, comme je te dis, j'étais pas quelqu'un de nécessairement drôle. J'étais pas j'étais jamais le clou de la soirée. J'étais jamais extravagant. Donc, quand je voyais mon père rire, ça me donnait envie de trouver le moyen de moi le faire rire. Parce que moi, j'étais pas drôle. J'étais tellement réservé. Puis d'ailleurs, quand je leur ai dit à mes parents que je me lançais en humour, comme on dit ici, ils sont tombés sur le cul. Là. Ils avaient aucune. Ils comprenaient pas pourquoi. Ils comprenaient tout simplement pas comment moi je pouvais me lancer là-dedans parce que j'étais pas quelqu'un de drôle. Ouais, ça les a surpris, quoi. Exactement, complètement. Mais donc, c'est ça. C'est ma personnalité encore aujourd'hui. Je pense que j'ai pris une assurance peut-être un peu plus dans ma vie, mais j'ai toujours été quelqu'un de réservé. Puis je le suis encore énormément. Je pense que c'est une des choses que j'entends le plus souvent quand les gens me rencontrent, quand des gens qui me suivent me rencontrent à quel point je suis un peu gêné, puis même un peu pas nécessairement à l'aise avec les contacts humains. Sur une scène, j'ai aucun problème. J'ai jamais eu peur de monter sur scène. J'ai jamais eu peur de parler devant des gens. Jamais, jamais, jamais. Mais dans un contexte social, je suis pas le plus à l'aise. Puis ça a toujours été comme ça. Mais est-ce que petit, tu regardais déjà des humoristes, des spectacles d'humour, tu allais voir des spectacles et tout ça, ou pas spécialement, c'était pas dans les habitudes chez toi? Écoute, je pourrais pas me comparer à d'autres jeunes de mon âge à ce moment-là. Moi, j'ai l'impression que j'en consommais de façon normale, un peu comme tout le monde. L'humour au Québec est très, 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 très populaire, très, très, très présent. C'est une forme d'art extrêmement populaire ici, donc tout le monde baigne dans l'humour ici au Québec. C'est très depuis aussi longtemps que je me rappelle. Donc, naturellement, au Québec, ici, quand tu grandis ici, tu ne peux pas éviter ça. Tu peux pas. Ça fait tellement partie de la société, puis ça fait tellement partie de notre vie, l'humour, que naturellement, tu viens en consommer beaucoup naturellement. Mais je ne me rappelle pas à quel point j'en consommais. J'ai jamais été nécessairement attiré par ça. Moi, je suis pas le genre d'humoriste ou d'artiste qui va dire Ah, moi, à 4 ans, je savais que je voulais faire rire les foules. Pas du tout. C'était pas une passion, c'était pas quelque chose qui m'a. C'était pas une illumination là, les premières fois, mais j'ai toujours apprécié ça, j'ai toujours aimé ça. Mais en tant que public, tout ce qu'il y a de plus normal, là, je voyais pas ça d'un œil différent que le commun des mortels, je pense pas. Est-ce que tu te rappelles le premier humoriste qui t'a marqué, que tu t'es dit ah ça c'est bon, ça il me fait rire. Même si tu regardes pas tout ce qu'il fait, tu regardes un petit peu comme ça, mais Oui, je m'en rappelle. Puis écoute, c'est même assez. D'aujourd'hui, de parler de ça, c'est assez irréel. Moi, le premier humoriste que je suis allé voir par moi-même, que j'ai pris de mon argent pour aller le voir sans mes parents, là, que c'était pas mes parents qui venaient avec moi ou c'était Louis-José Hood. C'est le premier humoriste que moi j'ai dit, moi je veux aller le voir, je veux assister à son spectacle. J'avais pris mon argent. Écoute, je devais être, je peux pas dire quel âge j'avais, mais j'étais jeune, je devais avoir 12, 13, 14 ans. Puis parce qu'il me faisait rire, il me faisait mourir de rire. À ce moment-là, il y avait une émission de télévision aussi qui était extrêmement populaire. Puis moi, c'était de loin mon humoriste préféré. Puis par la suite, moi, Louis-José Hood, j'ai fait sa tournée, j'ai fait sa première partie pendant 5 ans. Puis quand j'ai eu 30 ans, il était à ma fête de 30 ans, Louis-José. Puis ça m'a vraiment frappé à quel point je me suis dit, hey, tu sais, j'étais dans la salle de ce gars-là il y a 15 ans. Si tu m'avais dit un jour, cet humoriste-là, cette personne-là va être un ami proche, puis il va être à ta fête d'anniversaire de 30 ans, j'aurais même pas cru, j'aurais même pas pu concevoir ça. C'est fou quand je regarde tout ça, quand je regarde tous ces humoristes-là, parce qu'à travers ma carrière, j'ai évidemment eu la chance, évidemment, de rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humoristes que moi, je connaissais en tant que fan d'humour. Quand je rencontre ces gens-là, parce que je me rappelle, moi, il y a un autre humoriste je te dirais, mon humoriste québécois préféré, celui qui m'a toujours le plus impressionné, c'est Jean-Marc Parent. La façon qu'il s'adresse à un public ou qu'il contrôle un public, j'ai trouvé ça renversant, même avant de comprendre c'était quoi.
Puis moi, j'ai toujours beaucoup admiré cette personne-là. Puis je me rappelle, il y a quelques années, je l'ai croisé dans un gala Juste pour rire. Les deux, on était sur le même gala. Puis il était assis dans la loge. Puis je suis allé le voir. J'ai dit, écoute, Jean-Marc, je pense que je serais pas ici aujourd'hui sans toi. C'est toi qui m'as donné envie de faire ce métier-là. Puis il m'a répondu à quel point il aimait ce que je faisais. Puis là, il me parlait des gags. Puis à quel point il connaissait mon matériel. Puis je m'attendais tellement pas à ça. J'étais gêné d'aller le voir. Je me disais, hey, je vais-tu le déranger? Puis de voir qu'il était content de me parler, puis de dire, hey, j'aime ce que tu fais. C'est des moments inoubliables qui sont un peu réels. Donc, je te dirais que c'est les deux, c'est ces deux-là là, qui m'ont le plus inspiré et marqué, je te dirais. On va revenir sur ta carrière pour voir comment tu as pu arriver à les rencontrer. Après, au niveau des études, c'est un peu bizarre parce que tu fais la biologie à l'université alors que tu détestes l'école. Tu dis, oh, je déteste l'école, mais je veux devenir médecin. Oh non, non. Il y a une différence entre faire l'école et vouloir devenir quelque chose. Oui, d'accord, oui. Non, moi, mes deux parents sont médecins. Naturellement, dans ma jeunesse, c'était la voie à suivre. C'était la suite logique de ma vie, si tu veux. Puis je connaissais rien d'autre. Pour moi, il n'y avait pas d'autres options de vie que ça. C'était soit, pour moi, quand j'étais jeune, c'est soit t'es médecin ou tu rates ta vie. Il n'y avait rien d'autre. Aussi longtemps que j'avais pas d'autres options, ben, j'ai couru après cette option-là en me disant que c'était la seule. Donc, c'est pour ça que j'ai étudié en biologie, mais j'ai jamais eu un intérêt pour ça ou j'ai jamais même pensé que j'allais faire carrière là-dedans. Je me voyais pas du tout là-dedans. C'est juste que il n'y avait rien d'autre. Je connaissais rien d'autre. Il n'y avait pas d'autres options. Il n'y avait pas d'autres voies possibles. C'est tout aussi simple que ça. Mais d'ailleurs, ta mère te déposait pour l'école. Toi, tu reprenais le métro et tu rentrais chez toi, que j'ai entendu ça. Ouais. Je détestais l'école. J'ai jamais été à l'aise là-dedans, mais c'était pas l'école tant que ça, plus que je sentais que j'étais pas à ma place. Mais en même temps, je voulais tellement pas décevoir mes parents que je pouvais pas juste leur dire comme hey, j'irai pas, ça me pas capable, ça me tente pas, puis j'ai pas d'intérêt là-dedans. Donc je faisais semblant. J'imagine que j'attendais un miracle. Je sais pas, j'ai de la difficulté à me ramener à ce moment-là de ma vie où d'essayer de comprendre c'était quoi mon plan si j'en avais un. Mais oui, non, c'est en effet quelque chose que je faisais qui aujourd'hui j'en ris parce que j'ai trouvé ma place dans la vie, j'ai trouvé ce que j'aime, puis je suis rempli de bonheur dans ce que je fais dans ma vie. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est pas quelque chose qui est drôle. C'est quelque chose qui est au contraire triste et malheureux, autant pour moi que pour ceux qui me faisaient confiance. Donc, aujourd'hui, je réussis à en rire, mais à ce moment-là, c'était pas drôle. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était absolument pas grave de pas savoir ce que tu veux faire dans la vie à 17 ans. Je pense que c'est absolument ridicule ou irréel de demander à une jeune personne de 17 ans dans quoi tu veux travailler pour le restant de tes jours. Pour moi, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Aujourd'hui, je verrais quelqu'un qui était dans ma situation, mettons, là, qui était 18 ans, pas trop savoir ce que tu veux faire ou ce que tu n'aimes pas, tu n'as pas vraiment de passion. Au lieu de juste mentir à ton entourage, dis-le. Il n'y a absolument aucune honte à ne pas savoir ce que tu veux faire de ta vie à 18 ans. Donc, aujourd'hui, si ça arrivait à quelqu'un de mon entourage ou à mes propres enfants, je leur dirais, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de ne pas savoir ce que tu veux faire. Il y a tellement de choses que tu n'as pas encore découvert que donne-toi le temps. Mais à ce moment-là, je n'étais pas conscient de ça ou je trouvais ça honteux de ne pas savoir ce que tu veux faire de ta vie à 18 ans. Donc, j'ai appris beaucoup de ça. Puis j'aimerais ça un jour pouvoir transmettre ce savoir-là à quelqu'un en qui je me reconnais. Du coup, après, tu vois passer des annonces pour l'École nationale de l'humour, pour les auditions. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Tu te dis pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu vois ça pour te dire je vais aller faire les auditions? J'ai jamais fait de théâtre, j'ai jamais fait d'impro, j'ai jamais écrit de sketch, mais pourquoi pas? Parce que à ce moment-là, pour moi, l'humour n'était pas... Pour moi, c'était pas un choix de carrière, ça.
d'aller à l'école de l'humour ou de faire les auditions pour essayer de rentrer à l'école de l'humour, ce n'était pas un choix de carrière, c'était un choix pratiquement d'ennui. Qu'est-ce que je peux faire pour passer le temps? Je ne suis pas allé à l'école de l'humour parce que je voulais faire carrière en humour. Je suis allé à l'école de l'humour parce que je me suis dit, je pense que c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Je pense que c'est quelque chose qui peut être plaisant à faire pendant 2 ans. Mais pour moi, c'était pas du tout un choix de carrière. Quand je me suis rendu compte que la voie dans laquelle j'étais n'allait mener à rien, c'est-à-dire la voie des études en santé, je me suis dit, bon, ben là, il faut que je commence quelque chose d'autre. Il faut que je me trouve une autre voie. Puis je pense qu'inconsciemment, je me suis dit, bon, ben, c'est quoi mes autres talents? Et le premier qui m'est venu, ben, je pense que je suis quelqu'un de drôle. Donc, ça m'a attiré vers l'école de l'humour, mais comme je te dis, l'école de l'humour a gagné par défaut plus que par passion, je te dirais. Okay, parce que je voyais pas d'autres, il n'y avait pas d'autres options nécessairement que ça. Je suis extrêmement chanceux. Aujourd'hui, je me rends compte que sans cette école-là, sans cette décision-là que j'ai prise dans ma vie, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Mais je dois admettre qu'à ce moment-là, c'était... Quand j'ai été accepté à l'école de l'humour, je me suis dit, bon, ben au moins là, pendant 2 ans, j'ai quelque chose pour occuper mes journées. Aujourd'hui, je me sens extrêmement choyé d'être tombé là-dessus, puis d'avoir eu la chance de découvrir ça, puis de découvrir quelque chose qui est aujourd'hui devenu ma passion. Mais à ce moment-là, ça n'était pas c'était pas une passion du tout, loin de là. Mais moi, quand j'ai entendu ça, je trouvais ça fou parce que moi, ça fait des années que je me dis, j'ai tellement envie de faire l'école de l'humour, mais je me sens tellement pas capable de le faire. J'ai tellement peur de pas être pris, d'être ridicule à l'audition. Tu parles d'ici au Québec? Ouais, Québec. Le site est dans mes favoris depuis peut-être 2000. Ça m'attire énormément. Mais du coup, je trouve ça tellement fort que toi, tu n'avais jamais fait de sketch avant et tu fais l'audition, tu es pris, tu oses le faire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu dis. Je continue à penser que tout ça, c'était plus de l'insouciance que du courage. Écoute, moi, je t'encourage. T'as absolument rien à perdre, tu sais. Puis je sais pas. Évidemment, pour toi, aller à l'école de l'humour, c'est un plus gros sacrifice que moi, parce que moi, je suis né à Montréal, je vis ici depuis toujours, donc pour moi, c'était prendre l'autobus pendant 15 minutes. C'est sûr que pour toi, c'est différent, c'est un autre pays, c'est un autre continent. Mais aujourd'hui, là, c'est sûr qu'en ce moment, avec la pandémie, c'est pas un bon exemple, là. Mais en ce moment, au Québec, à Montréal, tu aurais tellement d'occasions de faire ce métier-là. En ce moment, c'est fleurissant à Montréal. Moi, quand j'ai commencé ma carrière à Montréal, il y avait 2 spectacles par semaine. Il y en avait un le mardi, il y en avait un le mercredi. C'est les 2 seules soirées d'humour qu'il y avait. On parle d'il y a 12-13 ans. Et aujourd'hui, c'est innombrable. Il y a pas, tu peux pas, je peux même pas te dire qu'il y en a combien de spectacles de différents bars par soir. Je suis dans ce milieu-là et c'est garanti qu'il y en a plusieurs que je connais même pas, tellement il y en a. Moi, quelqu'un aujourd'hui qui veut se lancer en humour ici, je dirais, si tu as l'impression que ton chemin passe par l'école, tu n'as rien à perdre parce que même si tu n'es pas pris ou même si tu n'es pas retenu, tu vas tellement pouvoir te pratiquer pendant cette année-là. Parce que moi, quand j'ai commencé, si tu n'étais pas pris à l'école de l'humour, tu étais peut-être chanceux de faire peut-être 2 spectacles l'année jusqu'à ta prochaine audition. Aujourd'hui, en 1 an, tu peux faire 1000 spectacles en 1 année. Là. J'exagère même pas. Là. Tu peux facilement en faire 3 par soir. Facilement. Wow. C'est beaucoup, là. On s'entend, là. Ouais. Je te conseillerais pas d'en faire 1000 parce que c'est énorme. En 2 auditions ici, tu peux très facilement en faire 200, 300 par année. Donc, le contexte a complètement changé. Donc, si tu as l'impression que c'est par là que ta voix passe, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu es prêt à faire ce sacrifice-là, si tu es prêt à te lancer ou à découvrir, je sais pas si tu es venu souvent au Québec. Je suis venu 2 fois déjà. OK. Ben, c'est ça. Tu es prêt à affronter les hivers québécois. T'as pas, je pense, je veux absolument rien enlever à la France ou à la Belgique, mais pour l'humour francophone, c'est ici que ça se passe. C'est ici que c'est le plus fleurissant. Puis
Donc, je t'encourage fortement à y penser. Je suis extrêmement conscient que c'est un sacrifice énorme, puis que c'est un ajustement énorme, mais c'est beaucoup, beaucoup plus accessible que tu penses. Je pense que tu vois l'école de l'humour comme une espèce de mont Olympe inatteignable, mais je pense qu'avec du travail, avec du sérieux, avec de la passion, je pense que tu pourrais très, très, très bien faire ta place là-dedans. Et si ça ne fonctionne pas la première année, ce qui est le cas pour la grosse majorité des humoristes, tu pourrais travailler en humour ici, faire des spectacles, t'améliorer, performer devant des publics extrêmement ouverts, extrêmement généreux pendant très, très, très longtemps, puis retenter ta chance, puis à la limite, te faire une carrière sans même avoir besoin d'aller à l'école. C'est ce qui est fabuleux du milieu ici. De plus en plus, on voit des humoristes qui ne sont pas passés par l'école, qui ont décidé de prendre une autre voie. Alors que quand moi, j'ai commencé, il y a 12-13 ans, c'était presque inimaginable. Quelqu'un qui faisait de l'humour sans faire l'école de l'humour, c'était inimaginable. Tandis qu'aujourd'hui, tu en as une tonne d'humoristes qui ont une carrière florissante sans jamais avoir mis les pieds à l'école de l'humour. Donc, tous les chemins sont possibles. Je t'encourage. Je pense que si c'est quelque chose que tu aimes vraiment beaucoup faire, si c'est un métier qui te passionne vraiment énormément, tu peux pas le faire à moitié. Je suis pas en train de te dire que tu le fais à moitié, c'est pas ça que je veux dire. Mais dans le sens que quand il y a quand les jeunes humoristes me posent des questions, on va me demander des conseils, la première chose que je vais leur dire, c'est si tu n'es pas obsédé par ça, si c'est pas quelque chose, si c'est pas la première chose à laquelle tu penses en te levant le matin et à la dernière en te couchant le soir, c'est mal parti. Ça prend tellement de travail puis ça prend tellement de résilience que si tu as un plan B, si tu as un filet, moi dans ma vie là, en ce moment, si ma carrière arrête demain matin, je n'ai absolument aucune idée de ce que je fais. J'ai pas de plan B. J'ai pas. Ça a toujours été comme ça. C'était ça ou rien. Je me suis comme pas laissé le choix. J'avais comme pas le choix de réussir parce qu'il n'y avait pas d'autres options. C'était inimaginable de faire autre chose. Je pense que si tu donnes une sortie de secours, tu vas la prendre vraiment, 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 vraiment plus rapidement que si tu es juste pris dans une pièce où il n'y a pas d'autre porte, puis il faut que tu te débrouilles, puis il faut que tu trouves une façon de faire ta place. Si tu as une sortie de secours, tu vas courir vers cette sortie de secours-là. C'est un métier qui est extrêmement plaisant à faire, mais qui peut être extrêmement difficile sur l'orgueil, sur la confiance. Et moi, personnellement, c'est une autre chance. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est une chance que j'ai eue dans le sens que quand je me suis lancé en humour, j'en avais pas de plan B. Je savais pas. Je me suis jamais dit, bon, mais si l'humour fonctionne pas, je ferai ça. Parce que j'étais tellement investi là-dedans, j'étais tellement investi dans ma carrière que j'ai même pas eu le temps de penser à quelque chose d'autre. Mais si j'avais eu autre chose, le nombre de fois où j'ai voulu arrêter, où j'ai voulu mettre fin à ma carrière, je les compte plus, là. Il y a tellement de fois où j'ai trouvé ça trop difficile, où j'ai trouvé ça, mon orgueil en a pris un coup, où j'avais l'impression que j'avais pas ce qu'il fallait, où on m'a dit que j'avais pas ce qu'il fallait. Si j'avais eu quoi que ce soit d'autre pour recommencer autre chose ou pour aller ailleurs, je l'aurais fait. Puis je serais pas où je suis aujourd'hui. Donc, c'est le conseil numéro 1 que je donne à tous les jeunes humoristes ou à tous les jeunes qui sont intéressés par une carrière dans cet art-là, c'est lance-toi à 100%. Parce que si tu te lances à 99%, ce pourcent-là va te rester dans la tête tout le temps. Puis il va un jour faire en sorte que tu vas arrêter ou que tu n'iras pas jusqu'au bout de ton talent ou jusqu'au bout de ton travail ou de ta créativité. Ça marche. Ben je prends note de tout ça, mais je trouve que on parle un peu trop de moi et je commence à être gêné. Non, c'était pas le but. Comme je te dis, j'ai l'air de te faire la morale ou non. Essayer de te convaincre ou quoi que ce soit, mais c'est parce que pour moi, c'est tellement une passion, ce métier-là. C'est tellement... C'est tout pour moi, ça. C'est le métier qui m'a fait goûter au... Moi, j'avais pas le bonheur facile dans ma vie. J'ai toujours été quelqu'un qui était un peu, oui, introverti, mais aussi un peu mal avec moi-même. J'ai jamais été quelqu'un j'avais pas le bonheur facile.
Et ce métier-là, la confiance que ça m'a donné en moi-même, les gens que j'ai rencontrés à travers ce métier-là, les collègues que j'ai rencontrés à travers ce métier-là, me rendent tellement heureux aujourd'hui que moi, dès que quelqu'un me parle d'un intérêt pour ce métier-là, je peux pas faire autrement que l'encourager tout en étant honnête en disant que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Tu sais. Ouais. Parce que ça serait te mentir. Puis là, je dis toi, mais je parle de. Ça serait mentir général, que de dire que c'est un métier qui est plaisant tout le temps. Il y a des moments extrêmement plaisants. Il y a des moments extrêmement difficiles aussi. Mais pour moi, c'est tellement un bonheur que n'importe qui veut goûter à ce bonheur-là, ben, je l'encourage à 100%. Ben je prends vraiment note de ça. Franchement, j'aimerais bien t'en parler encore pendant très longtemps, mais je vois le temps passer et je me dis, je suis au tout début de sa carrière. Mais on revient à toi, à l'école de l'humour. Donc tu es sélectionné pour l'école de l'humour. Dans ta cohorte, tu avais vraiment des humoristes qui sont maintenant super connus comme François Bellefeuille, Louis T, Mathieu Cyr, Mélanie Couture. Est-ce que tu sentais déjà à l'époque que le niveau était haut? Le niveau d'humour comme tel, c'est difficile à dire, mais je sentais que j'étais en présence de gens particuliers et spéciaux. Je l'ai senti tout de suite que j'étais en présence de personnes qui étaient créatives et qui étaient passionnées. Puis ce qui m'a, moi, énormément fait du bien parce que c'est un type d'être humain que j'avais jamais rencontré, moi, dans ma vie. J'avais jamais côtoyé la créativité ou l'art. Jamais, jamais, jamais. Et là, je côtoyais pour la première fois de ma vie des gens qui étaient, comme moi, pas intéressés par les succès académiques ou par l'école, mais qui restaient des gens extrêmement brillants. Puis ça m'a tellement fait du bien de faire comme, OK, tu peux être intelligent et pas avoir de diplôme. Ça peut arriver. C'est un chemin différent. Il y a des gens brillants qui ont décidé de mettre leur intelligence à autre chose que les livres ou la science, l'économie, ou peu importe. Donc, je savais que j'étais en présence de gens spéciaux. Maintenant, pour le talent comme tel, c'était dur à dire parce c'est tellement une petite bulle, c'est dur de comparer. J'ai compris rapidement, après avoir fini l'école, à côtoyer encore ces gens-là, qu'on était une année très forte, une année très talentueuse. Mais à ce moment-là, j'étais plus impressionné par l'intelligence et la créativité des gens dans ma cohorte que par le talent humoristique comme tel. Et à l'époque, j'ai entendu que tu disais que le stand-up, c'était un petit peu mal vu. Tu ne faisais pas de stand-up à ce moment-là, mais à quoi ton humour ressemblait à ce moment-là? Écoute, à l'école de l'humour, mon style était plus, théâtral peut-être. Je faisais beaucoup de quatrième mur parce que je pense être un bon comédien aussi à la base. Je pense que je suis quelqu'un qui joue assez bien. C'était ma force. C'est la première force que je me suis découvert à l'école de l'humour, c'est d'être capable de jouer. J'ai focusé là-dessus. J'ai focusé sur mon talent de jouer. Donc, c'était plus théâtral, c'était plus quatrième mur. Mais oui, en effet, quand moi je suis rentré à l'école de l'humour ou quand moi j'ai commencé ma carrière, le stand-up était vu comme un peu c'était très ouvrier, le stand-up. C'était très... ça avait pas la cote. C'était très... c'était vu un peu comme un style vulgaire et facile. Contrairement à l'humour, mettons, disons, de monologue qui était là, très respecté, puis tout ce qui était théâtral, tout ce qui était bien écrit, bien joué, tout ça, c'était beaucoup plus respecté. Ça a beaucoup changé, je te dirais. Je te dirais que c'est même le contraire total. Ouais, chez nous, pareil. Mais c'est ça. Mais à ce moment-là, le stand-up c'était un peu mal vu, oui. C'était pas un art qui était très respecté. Et à quel moment est-ce que tu as fait le switch et que tu t'es dit maintenant je fais du stand-up? Ou est-ce que c'est pas une décision spécialement que tu réfléchis, mais c'est arrivé naturellement? Je me rappelle une fois, j'étais encore à l'école de l'humour et on m'avait offert un spectacle. Je m'étais dit, écoute, ça fait longtemps, là. Je me rappelle pas exactement de chaque détail, mais je me rappelle m'être dit, ce spectacle-là, je vais le faire en moi-même. Ça va être Simon qui va monter sur la scène et parler au public en tant que moi-même, sans mur entre moi et le public.
Je vais vraiment leur parler et leur dire qui je suis. Puis je me rappelle avoir vraiment découvert quelque chose. Je me rappelle m'être dit comme, oh, OK, non, ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est à partir de là que j'ai comme commencé à être plus moi-même sur scène. Puis après, moi, tu sais, Facebook, YouTube a commencé quand j'ai commencé à faire de l'humour. Ça fait quand même plus longtemps qu'on pense, mais ça fait quand même pas si longtemps que ça existe. Fait que c'est là que moi, j'ai pu découvrir des humoristes d'un peu partout dans le monde et de comprendre que moi, ce que j'aimais faire, c'était quelque chose qui existait puis que c'était quelque chose que certaines personnes avaient maîtrisé de façon extraordinaire. C'est là que je me suis mis à intéresser à ça puis à approfondir mes connaissances. Et quand tu approfondis tes connaissances, tu approfondis ton expérience en même temps. Donc, je pense que c'est comme ça que la boule de neige a commencé, là. Une fois où je me suis donné le défi de le faire à moi-même. Et on est ici aujourd'hui, 15 ans après. Est-ce que tu te rappelles de la première scène que tu as fait, du coup, dans un style stand-up? Je me rappelle m'être impressionné moi-même, mais de quoi je parlais ou les sujets que j'ai abordés, j'ai absolument aucun souvenir de ça. Je me rappelle c'était où et je me rappelle un peu dans quel contexte. De mémoire, à ce moment-là de ma carrière, comme j'étais au tout début, où j'étais vraiment à la genèse, probablement que c'était beaucoup plus de rire que j'avais eu avant. Cela dit, moi-même, je regarderais ce spectacle-là aujourd'hui, probablement que j'en serais gêné. Et je ne pense pas que c'était l'hilarité dans la salle. Je ne pense pas que c'était même très bon, mais je me rappelle m'être senti différemment. Cela dit, comme je te dis, je n'ai pas de souvenir du spectacle comme tel. Je me rappelle, moi, m'être impressionné. Je me rappelle, moi, m'être dit comme, hey, j'étais meilleur que je pensais l'être. Mais de là à dire que c'était bon, je mettrais pas, je gagerais pas là-dessus, non. Ça devait être assez médiocre, mais assez pour me donner envie d'explorer un peu plus. Et à la fin de l'École nationale de l'humour, vous avez la tournée des finissants. Est-ce que tu t'en rappelles? Parce qu'à cette époque-là, je pense que tu ne te disais pas encore que tu voulais faire carrière dans l'humour alors que tu avais ton diplôme en poche en soi. Oui, non, c'était pas... pour moi, la carrière en humour n'était pas encore... n'était même pas nécessairement anticipée. Ou je pensais pas nécessairement faire ça encore très longtemps. J'ai des souvenirs très, très clairs de la tournée des finissants. Je pense que c'est une des plus belles années de ma vie. Je pense que j'ai vraiment beaucoup découvert qui j'étais. Je me suis fait des amitiés qui sont encore aujourd'hui extrêmement importantes dans ma vie. Mais je pense que la tournée, je pense que j'ai découvert un aspect de ce métier-là que j'aimais vraiment beaucoup. Vraiment, le principe de tourner, de partir tôt le matin pour aller dans une ville. Tu arrives dans la ville, il faut monter, faut faire les tests de son. Après ça, il faut manger. Après ça, là, c'est ça, là, après le spectacle. Ça m'a vraiment fait Ah, OK. C'est un autre aspect de ce métier-là que j'aime beaucoup. Puis je sais que pour plusieurs humoristes, c'était le contraire total. Je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui adorent, qui aiment beaucoup se faire reconnaître dans la rue, qui aiment beaucoup faire des entrevues, qui aiment beaucoup recevoir l'amour du public, mais qui, eux, faire 4 heures de voiture pour aller faire un show dans un petit village qui, eux, ils détestent ça, ils n'aiment pas ça, pas être dans leur environnement, qui n'aiment pas ça être chez eux. Donc, je sais que ça peut aller des deux côtés, ça. Le côté de tourner, vraiment, là. Moi, c'est quelque chose que j'ai adoré dès la première seconde. J'ai eu un peu les deux réponses. Comme tu dis, il y en a qui adorent ça et qui vivent limite pour ça et qui adorent tous les à côté. Et il y en a qui détestent. Absolument. T'es faite pour ça ou t'es pas faite pour ça, carrément. Quand j'ai découvert ça, l'aspect de tournée de ce métier-là, j'ai été accroché tout de suite. En rétrospective, je pense que je le réalise en ce moment même, là, en te parlant, je pense que c'est la chose qui a fait que j'ai continué. Parce que l'humour comme tel, oui, j'aimais ça, mais j'avais pas un succès particulier. J'étais pas
J'avais pas un talent particulier. Les signes n'étaient pas encourageants nécessairement au début de ma carrière de dire que j'allais avoir un jour une carrière intéressante ou qui valait la peine. Mais le mode de vie de l'humoriste, le fait de se coucher tard, de se lever tard, d'être dans une nouvelle ville à tous les soirs, à tous les soirs, tu prends un verre, tu prends une bière ou avec quelqu'un de différent, un collègue que tu n'as pas vu depuis un an. Ce côté-là du métier d'humoriste m'a tellement parlé que je pense que c'est à cause de ça que j'ai continué dans ce métier-là. Parce que si c'était juste une question de talent comme tel, ou même de passion pour ce métier-là, au début de ma carrière, je pense pas que c'était assez important pour en faire ma vie. Mais le mode de vie m'intéressait tellement que j'ai continué là-dedans. Puis par la suite, j'ai développé une passion et je pense une capacité à faire ce métier-là qui aujourd'hui me permet d'avoir une belle carrière. Mais c'est la première chose qui m'a attiré vers ce métier-là, c'est le mode de vie, clairement. Clairement. Et pourtant, quand tu quittes l'école de l'humour, tu te mets pas encore à fond dans l'humour, comme si tu allais en vivre, que c'était ton métier, parce que tu vas même travailler 2 ans en publicité. Oui. D'ailleurs, tu disais dans un podcast que tu aimais d'ailleurs ton métier, tu aimais tes collègues, tu aimais ce que tu faisais. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, il faut que je fasse du stand-up à fond, que ce sera ça ma carrière et c'est tout? En fait, moi, c'est ça. Je suis sorti de l'école de l'humour, j'ai fait à peu près 1 an, 2 ans de stand-up là où je pouvais, parce que comme je te dis, quand moi j'ai commencé ma carrière, on n'avait pas les opportunités qu'on a aujourd'hui. La publicité, ça a été un concours de circonstances où je me suis retrouvé à me faire offrir un job là-dedans. J'ai absolument adoré ça, faire de la publicité, être concepteur publicitaire. Ça m'a vraiment, vraiment rendu très heureux. Mais je pense que quand je travaillais en publicité, quand j'étais concepteur publicitaire, je continuais parce que tous mes amis étaient des humoristes à ce moment-là. Okay. Tous les gens que je côtoyais, c'était des humoristes. Donc, si je voulais côtoyer mes amis, ben naturellement, c'était dans des soirées d'humour. Donc, je continuais à aller dans des soirées d'humour, à faire encore un peu de stand-up, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup moins que quand je travaillais pas comme concepteur publicitaire, mais je continuais à y aller de temps en temps. Après 1 an et demi, 2 ans, les gens avec qui j'avais commencé à faire de l'humour étaient rendus tellement bons que je pense que ça m'a piqué dans mon orgueil. À un certain moment, j'étais gêné de monter sur scène parce que j'étais tellement inférieur à des gens avec qui j'avais commencé. On avait commencé en même temps et eux avaient jamais arrêté et étaient rendus tellement meilleurs que moi. Je pense honnêtement que c'est pour ça que j'ai recommencé. Je pense que je suis arrivé à un point dans ma vie où je me suis dit là, soit que je me lance à fond ou que j'arrête complètement. Parce que là, quand moi, je monte sur scène, c'est gênant. C'est gênant comparé aux autres qui sont tellement meilleurs que moi, tellement plus d'expérience que moi, puis qui en 2 ans se sont tellement développés comparé à moi que je me suis dit, OK, là, tu le fais à fond ou t'arrêtes. Ça faisait quand même pas très longtemps que je travaillais en publicité. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Je te dirais qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pris la bonne décision, mais pour moi, c'était pas une décision facile à prendre. Là. C'était pas, j'aimais vraiment beaucoup ça, travailler en publicité, puis moi, j'aurais pu faire ma vie là-dedans sans aucun problème. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je me rends compte que j'aime tellement mon métier, puis que j'aime tellement ma carrière, que j'aurais probablement pas été aussi heureux. Mais à ce moment-là de ma vie, pour moi, j'aurais été comblé de travailler en publicité toute ma vie sans aucun problème. Ben, c'est marrant parce que j'ai vécu un truc un peu similaire avec un ami qui a commencé le stand-up après moi, qui me demandait limite des conseils quand il a commencé. Puis moi, j'ai vachement diminué le nombre de scènes. Et après, je l'ai vu sur scène et je me suis dit, eh merde, qu'est-ce qu'il est bon. Et ça m'a saoulé parce que je me suis dit, il me demandait conseil avant. Maintenant, c'est moi qui devrais. Je comprends à 100%. Je comprends tout à fait. Et je vais le mentionner parce qu'il aime bien écouter les épisodes. C'est Nathan Drapa, ça lui fera plaisir qu'on parle de lui. Après la publicité, tu as travaillé aussi pas mal comme auteur. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaisait? Oui, énormément. Énormément, okay. Mais moi, c'était... je pense que j'ai toujours été bon pour écrire des blagues. Je pense que j'ai toujours été un bon auteur. Puis à ce moment-là, c'est que moi, quand j'ai quitté la publicité, je me suis dit, là, je le fais à 100% ou je le fais pas du tout. Et d'être auteur, de travailler comme auteur sur des projets, ça me permettait de gagner ma vie tout en ne faisant pas d'un autre métier que celui d'humoriste ou d'être dans le milieu humoristique. Ça m'a permis de gagner ma vie tout en
tout en restant créatif et en m'améliorant sur scène en faisant des spectacles. Oui, moi j'ai adoré ça, faire ça. Je le ferais. Aujourd'hui, je suis encore très ouvert à faire des contrats d'écriture qui m'intéressent. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est que j'ai beaucoup aimé. Ce que j'aime beaucoup de ce métier-là, c'est que ça me permet d'écrire des blagues ou d'écrire des choses que moi, je ne ferais pas moi sur scène, et qui restent tout aussi intéressantes ou un style. J'aime plonger dans le style de quelqu'un d'autre, même si c'est très loin du mien. Et est-ce qu'il y a des styles pour lesquels tu ne saurais pas écrire? Sûrement. Je pense que c'est qu'il faut faire une distinction entre un style humoristique et le style d'un humoriste. Je pense qu'un humoriste ou une humoriste qui est très authentique ou très fidèle à lui-même ou à elle-même, tu ne peux pas vraiment percer ça parce que quand tu es toi-même, tu deviens naturellement quelqu'un que personne d'autre peut être. Je pense que là, c'est là que ça devient très difficile de s'adapter au style de quelqu'un quand cette personne-là a vraiment beaucoup travaillé son style. Mais c'est toujours agréable d'essayer, ça c'est sûr. C'est toujours agréable de partager. Ce que j'aime avec les autres humoristes ou avec les autres personnes qui font du stand-up comme moi, ce que j'aime le plus, j'aime pas ça de tant donner des blagues ou de dire « Hey, tu devrais dire ça » ou « Tu devrais dire ça », mais de partager des idées que j'ai eues ou de partager une idée, de dire « Hey, tu pensais explorer tel sujet ou tel… » Ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Plus que leur donner une blague comme telle ou leur écrire une ligne comme telle. C'est un peu moins mon truc, mais de partager des idées, ça je peux le faire. Je peux faire jusqu'à temps que je m'endorme. Je comprends ça. En 2012, il me semble que tu fais ton premier festival Juste pour rire. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi, le ressenti de faire un festival Juste pour rire? Le premier, j'étais évidemment très fier parce que ici au Québec, surtout à cette époque-là, d'être accepté pour faire un gala Juste pour rire, c'est le plus bel honneur que tu peux recevoir en tant qu'humoriste. C'est ce que tous les humoristes visent, c'est faire un gala Juste pour rire pendant l'été. Donc, moi, à ce moment-là, j'étais très, très fier de moi. Rendu là, tu ne sais pas comment ça va aller. Tu ne sais pas comment le public va recevoir ce que tu fais. Je me rappelle être très fier. Je me rappelle aussi, par contre, avoir été dans une position qui n'était pas facile. J'étais le premier sur le gala, un gala qui commençait en après-midi, qui commençait, je pense, à 4 heures. Pas les meilleures conditions. Il y en a plusieurs galas, là. Il y a plusieurs spectacles dans la soirée. Je me rappelle j'étais dans une position qui n'était pas facile pour performer. Ça avait été correct sans plus, mais je me rappelle avoir été fier, m'être senti fier d'avoir réussi à faire ma place puis à avoir ma place sur un gala Juste pour rire. Mais c'est plus ceux d'après qui ont marqué ma carrière, je te dirais. Plus que le premier. Le premier, ça n'a pas eu un impact majeur. C'était plus au niveau excitation de se dire je fais mon premier festival Juste pour rire. Ça devait être un stress incroyable. Ah oui. Ah non, sans l'ombre d'un doute. Tu sais, aujourd'hui, des spectacles, j'en fais presque tous les soirs. Je suis extrêmement chanceux et privilégié de pouvoir faire des grosses salles, avoir beaucoup de monde qui m'écoute et qui me regarde faire mon métier. À ce moment-là, je pense que le plus gros public que j'avais eu devant moi, c'est peut-être 75 personnes. Donc là, tu passes de 75 personnes à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts de Montréal, qui est, je pense, 3700 personnes. C'est une grosse différence, hein? Une grosse différence. Puis c'est quelque chose que tu ne peux absolument pas te préparer parce que la salle est absolument énorme. Toutes les lumières sont allumées parce que c'est capté pour la télévision. Donc, c'est stressant. Stressant n'est même pas le mot. Même, je te dirais, terrifiant. Mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs, je te dirais, de cette première apparition-là. J'en ai pas beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions là-dessus, mais j'ai pas vraiment de souvenirs. Ben, la vidéo est disponible sur YouTube si tu veux te faire un petit rafraîchissement. Oui, ça, je le sais. Je me rappelle très bien. Je me rappelle du contexte, mais je pense que j'étais tellement terrorisé que mon cerveau n'a pas enregistré de souvenirs, je pense. Je pense que je fonctionnais sur l'adrénaline et sur le stress, tout simplement. Mais du coup, toute cette année-là, tu joues, tu enchaînes les scènes, et en 2013, tu présentes une première heure au ZooFest. Oui. Et le lendemain, tu as une critique qui est assez dure dans la presse. Tu as expliqué que ça t'avait rendu super anxieux d'avoir cette critique. Comment est-ce que tu as fait pour dépasser ça et te dire je continue? Oh, j'ai attendu, c'était le temps, tout simplement. Quand j'ai reçu cette critique-là, qui était très, très, très sévère,
que même que je pensais trop sévères. C'était la première fois de ma carrière que je faisais face à ça, face à une critique difficile à avaler, difficile à recevoir. Mais comme je te dis, à ce moment-là, j'avais tellement rien d'autre que c'était même pas. J'avais pas de plan B. La seule option disponible, c'était de continuer, puis d'attendre. Puis avec le temps, la colère par rapport à cette critique-là s'est dissipée. Mais encore aujourd'hui, j'y pense régulièrement. Ça a marqué. Je pense que ça a marqué ma jeunesse, cette critique-là. Puis peut-être que je m'en sers encore comme motivation. Mais encore aujourd'hui, ça arrive. Moi, j'ai sorti mon deuxième spectacle solo l'année passée. Puis les critiques, il y en a certaines qui étaient tièdes. Certaines critiques qui ont pas encensé le spectacle comme je l'aurais espéré. Ça m'a encore atteint. Je pense que quand tu aimes ce que tu fais, puis tu es passionné par ton métier, je pense que c'est juste naturel, mais en même temps, il faut que tu réussisses à faire la part des choses et à comprendre que c'est juste normal de ne pas plaire à tout le monde, qu'il n'y a absolument aucun problème avec ça, puis que c'est sain et normal. Ça t'a poussé à t'améliorer. Ah oui, absolument, absolument. Mais on va arriver bientôt à ton premier spectacle, mais en 2015, tu joues au festival Juste pour rire, et je crois que c'est la première fois que ton père est dans la salle. Je pense que oui, 2015, oui. Comment ça se fait qu'il n'était pas venu te voir avant? Mon père est quelqu'un d'extrêmement anxieux, mais encore aujourd'hui, tu sais, ma carrière va très bien. Je veux dire, il n'y a aucun doute dans la tête de n'importe qui me côtoie que c'est mon métier et que ça va l'être pour le restant de ma vie. Mais encore aujourd'hui, je pense que mon père a toujours un stress quand il me voit sur scène parce qu'il y a encore. Il m'a souvent dit j'ai peur, ça me stresse, j'ai peur pour toi. Même si je lui dis écoute, t'as même pas idée à quel point, même si j'oublie mon texte, même si ça se passe pas bien, ça va être correct. Je sais ce que je fais. Mais je pense que les premières années, particulièrement de ma carrière, il était tellement stressé de me voir sur scène qu'il était même pas capable d'être là. Mais qu'il ait surmonté cette peur-là, dans ce contexte-là, je me rappelle que ça m'avait énormément touché. Oui, t'avais eu une standing ovation, j'ai lu ça et j'étais là. Je me suis dit, ça devait tellement être plaisant de se dire, il est dans la salle un soir où ça se passe bien, génial. Oui, non, c'était un beau moment. Ma copine, souvent, quand elle vient me voir sur scène, je suis tellement stressé que je lui transmets ça à 100% et elle passe pas toujours un bon moment. Je comprends. Si ça se passe pas bien, elle passe pas un bon moment tout court. Je comprends. J'ai aussi vu que tu avais donné cours toi-même à l'École nationale de l'humour. J'ai entendu ça dans le podcast de Jay du Temple. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est eux qui m'ont contacté. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé faire. Aujourd'hui, je me rends compte que j'étais peut-être un peu sévère, ou mon mandat était d'aider les jeunes humoristes à écrire, à explorer leur humour. Aujourd'hui, je me rends compte que j'étais peut-être un peu que j'étais pas assez ouvert ou j'étais pas assez généreux avec ces jeunes-là. Puis si c'était à refaire, je le ferais vraiment différemment. À ce moment-là de ma carrière, je pense pas que j'étais fait pour aider qui que ce soit. J'avais assez de difficultés à m'aider moi-même. J'avais assez à gérer mes émotions que je pense pas que j'étais à une belle place dans ma vie pour aider quelqu'un d'autre. Mais en même temps, ça a fait en sorte que j'ai rencontré des gens extrêmement intéressants puis que je côtoie encore aujourd'hui. Ça a été vraiment une belle expérience que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, mais je pense que je l'ai pas fait au bon moment dans ma carrière. Je pense pas que c'était le bon moment pour faire ça. Mais Jay du Temple avait un bon retour pour tes capacités. Je pense que je reste quelqu'un qui a déjà à ce moment-là avait une belle opinion sur l'humour et qui était bon pour explorer, mais je pense que j'étais un peu fermé. J'étais un peu fermé à ce que moi je n'aimais pas. Quand moi je n'aimais pas ça, j'étais pas Encourageant. J'étais pas encourageant. Voilà, t'as tout compris. Ce que j'aurais dû être plus. Quand t'as donné cours, c'est qui le talent qui t'a vraiment surpris? Est-ce qu'il y a une personne en particulier, tu t'es dit waouh? Oui, il y en avait plusieurs. Moi, à ce moment-là, c'était surtout plus l'éthique de travail. Moi, je me rappelle avoir été impressionné par l'éthique de travail de Jay du Temple, de Sam Breton. Je trouvais qu'il y avait un sérieux, qui avait de l'air à vraiment aimer ça puis être prêt à faire les sacrifices qu'il fallait pour avoir une carrière là-dedans. Maintenant, l'humour, comme on l'a dit tantôt, c'est tellement du cas par cas que ce que moi j'aime, mon mandat était d'aider les gens dans leur créativité. Donc, je me rappelle avoir eu une affinité avec certains plus qu'avec d'autres.
Mais moi, c'était surtout l'éthique de travail que je voulais observer puis que je voulais noter chez les gens. Puis c'est ça qui m'a le plus impressionné chez certains. Comme à déjà un jeune âge, ils étaient travaillants, ils étaient impliqués dans leur carrière. Après ça, tu te retrouves à faire la première partie de Louis-José Hood, donc celui dont tu expliquais qui était ton premier idole en humour. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est lui qui avait demandé à ce que tu fasses sa première partie ou... Ça, c'est arrivé. Louis-José était en pleine tournée. Il avait besoin de quelqu'un pour faire sa première partie. À ce moment-là, on ne s'était jamais rencontrés. On s'était croisés peut-être une ou deux fois dans un contexte public, mais tu sais, pas. On n'avait jamais échangé plus que 2 phrases. Sauf que comme on était dans la même boîte, j'ai eu la chance de faire comme une audition pour lui. Puis ça a cliqué, puis ça en est suivi 5 années de peu bonheur. Wow. Mais non. La première fois qu'il m'a vu sur scène, c'était en première partie de son spectacle. Et j'espère que ça s'est bien passé du coup. Oui, ça a bien été. En tout cas, assez pour me demander de continuer la tournée, ça c'est sûr. Ok, ben génial. Est-ce que tu as eu des conseils de sa part? Trop pour les compter. De côtoyer Louis-José Hood, ça a été une chance, un privilège indescriptible. Parce que non seulement c'est, selon moi, le meilleur humoriste, c'est aussi le plus travaillant, le plus passionné, le plus sérieux, le plus à ses affaires. Il m'en a appris autant en me donnant des conseils qu'en me laissant tout simplement observer comment il fonctionnait. Je veux dire, pour moi, c'est absolument... C'est indescriptible ce que cette personne-là a eu comme impact dans ma vie et dans ma carrière. C'était un privilège. J'ai pas de mots là, pour décrire à quel point c'est un privilège de côtoyer cette personne-là pendant 5 ans, à tous les jours, et de voir à quel point il mettait de l'effort et de la passion dans son métier. C'était inspirant et renversant. Tu montes beaucoup sur scène. Je crois que tu t'avais dit que tu faisais genre 2 ou 3 premières parties de lui par semaine, plus 2 ou 3 spectacles. Pas plus que ça. Plus que ça? Non, 2 ou 3 soirs peut-être c'était. 3, je dirais même 3, 4. Non, mais okay. Moi, quand j'ai recommencé à faire, quand j'ai quitté la publicité, 2011, 2012, de 2012 à 2017, 2018, j'ai fait des spectacles à tous les soirs. Je me rappelle pas avoir pris une semaine de congé en 5-6 ans. Wow. Avec toutes ces scènes, c'était quoi la pire? Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué en particulier que tu t'es dit « Oh, mais quelle horreur de cette scène » ? Énormément. Au nombre de spectacles que j'ai fait dans ma vie, je te dirais qu'il y en a plusieurs qui ont été horribles. J'ai pas de souvenirs clairs, mais en même temps, j'ai toujours gardé en tête qu'un spectacle, tu fais jamais un spectacle de trop. T'apprends autant dans un désastre que dans un succès, je pense. Donc, même s'ils sont beaucoup plus difficiles à vivre, je pense que c'est important de profiter de chaque moment. Mais non, j'ai pas de... T'en as pas une en particulier qui... des spectacles qui n'ont pas bien été. J'en ai fait il y a 10 ans, mais j'en ai aussi fait il y a 10 mois. Là. Je veux dire, c'est inévitable dans la carrière. Ça va encore m'arriver. Peut-être que mon pire spectacle en carrière n'est même pas encore arrivé. Et le meilleur, alors? Le meilleur. Encore une fois, on revient, je pense, à celui qu'on parlait tantôt, au Gala Juste pour rire de 2015. Okay. Je pense que ce soir-là va rester gravé dans ma mémoire très, 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 très longtemps pour le succès que ça a eu sur scène, mais aussi pour ce que ce spectacle-là représentait pour moi en tant que personne. Et du coup, avec toutes ces scènes, tu gonfles un peu ton matériel, tu as de plus en plus de numéros et tout ça. À quel moment tu t'es dit « J'ai assez de matériel pour lancer mon premier one-man show » ? Est-ce qu'il y a un moment déclencheur ou... Non, en fait, le premier one-man show, c'était plus... Je me suis dit, là, je pense être rendu là dans ma carrière. Je pense avoir assez d'expérience pour prendre la scène pendant 1h30 en solo. Je pense pas que c'était nécessairement une question de matériel. C'était plus une question d'expérience, que c'est quelque chose que j'avais envie de faire. J'étais chanceux d'avoir déjà beaucoup de matériel pour écrire ce spectacle-là. Mais c'était pas une décision consciente de « OK, là, j'ai assez de matériel pour faire un one-man show ». C'était plus « J'ai envie de faire un one-man show. Maintenant, c'est quoi le matériel que j'ai pour ce one-man show-là » pour me rendre compte que j'en avais assez.
Mais c'était pas une équation mathématique, là, c'était plus une envie de faire le spectacle. Et donc, tu lances ton premier one-man show qui s'appelle Gouache. Et il y a un extrait, enfin, il y a un numéro qui devient complètement viral sur le CrossFit. Du jour au lendemain, tu as des milliers de personnes qui commencent à te suivre, qui partagent la vidéo. D'ailleurs, pour l'anecdote, moi, je fais du CrossFit. Et quand j'ai commencé, on m'a tagué sur cette vidéo. Ah oui? Ouais, c'est une vidéo qui a voyagé énormément. C'était un peu irréel à ce moment-là, même, je te dirais. Là. Encore aujourd'hui, il y a tellement de gens qui m'en parlent, mais surtout les moments les plus drôles, c'est, mettons, les gens que je connaissais quand j'étais plus jeune, des amis d'enfance ou des connaissances d'enfance qui, un jour, ont ouvert leur Facebook puis ils m'ont vu comme ça sur une scène, puis en disant, mais mon Dieu, j'ai pas vu cette personne-là depuis 20-25 ans. Donc, c'était ces moments-là, là, c'était ça qui est très spécial quand tu deviens viral. Que là, soudainement, tout le monde parle de toi. J'étais évidemment content, mais en même temps, comme on a dit au début de l'entrevue, je suis pas quelqu'un qui aime l'attention. Je suis pas quelqu'un qui aime être le centre d'attention. Ça a été une situation assez spéciale, assez. Je serais pas où je suis aujourd'hui sans cet événement-là. Mais je me rappelle que c'était très confus par rapport à tout ça. Je savais pas trop. C'est spécial. J'ai pas d'autres mots. Malheureusement, j'ai de la difficulté à exprimer. Surtout que c'est même pas toi qui as publié la vidéo au départ. C'est ça qui est fou. Non, moi j'ai rien à voir là-dedans. Moi j'ai fait le numéro et quelqu'un l'a mis sur Internet et c'est par la suite que ça s'est partagé, mais moi j'ai rien à voir là-dedans. Mais est-ce que tu sentais que ce sketch avait quelque chose de plus ou tu t'es dit il y avait un attrait particulier? Non, je savais qu'il était bon. Il est très bon. Je savais que c'était un bon sketch, mais je veux pas. Tu sais, des galas juste pour rire à ce moment-là, dans ma carrière, j'en avais fait plusieurs. Je pense que de mémoire, ce gala-là, le numéro du CrossFit, c'était 2017. C'était mon 7e ou 8e gala juste pour rire. Et des succès dans des galas juste pour rire, j'en avais eu plusieurs avant ça, qui n'ont pas abouti à rien de particulier. Donc, pour moi, à ce moment-là, c'était. Quand je suis sorti de scène, après avoir fait ce sketch-là, je me suis juste dit, j'ai bien fait mon travail, j'ai bien fait mon métier, j'ai fait un bon sketch, mais pour moi, je ne voyais pas, je n'ai même pas imaginé, j'ai pas prévu tout ce qui s'est passé par la suite, là, pas du tout. Pour moi, c'était juste, j'ai bien fait mon travail, je m'étais donné comme défi d'écrire un bon sketch, je l'ai fait, tant mieux. Maintenant, on y arrive ce qui arrive. Mais tu as quand même reçu le prix du numéro de l'année au festival pour ce sketch. Est-ce que c'était important pour toi, cette reconnaissance, de recevoir un prix pour meilleur numéro de l'année? Oui et non, dans le sens que pour moi, je ne fais pas ce métier-là pour les prix ou pour les reconnaissances ou pour les trophées ou pour les plaques, mais en même temps, ça fait un beau moment pour partager avec tous les gens qui m'accompagnent là-dedans. Tu sais, je pense que quand j'ai gagné ce trophée-là, ce qui était surtout important pour moi, c'était de remercier tous ceux qui avaient cru en moi depuis longtemps et qui étaient restés avec moi à mes côtés, plus que célébrer le sketch comme tel. Mais d'ailleurs, c'est un extrait de ton premier spectacle et je conseille à tout le monde de le télécharger. Il est disponible sur Vimeo, il est disponible sur iTunes. Je l'ai regardé cette semaine-ci. Franchement, j'ai adoré, j'ai énormément ri. Il y a plein de vannes que je me suis dit, si seulement j'avais pu les écrire. J'adore cette vanne. Tu fais une vanne sur le passeport, je vais pas la spoiler pour les gens. Ouais. J'adore. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai fait pause. Je me suis dit, pourquoi j'ai pas écrit ça? Il y a les livres avec Jurassic Park, c'est incroyable. Il y a le CrossFit, mais je le connaissais. Par contre, dans le sketch, tu ne remets pas un sketch que tu avais fait sur les Jeux Olympiques. Oui, mais en fait, ce numéro-là, ce sketch-là sur les Olympiques était dans mon spectacle avant que je fasse le gala juste pour rire. Okay. Donc, je l'avais fait et une fois que le numéro est devenu viral, il y avait tellement de gens qui l'avaient vu que quand je le faisais dans le spectacle, ça riait plus. Le monde connaissait trop les blagues. La réaction était plus là, donc j'ai décidé de l'enlever du spectacle, mais avant c'était dans le spectacle. C'était juste pour te dire que moi j'aimais beaucoup cette vanne. C'est bien gentil. Le spectacle m'a énormément plu, mais ça m'a surtout donné envie de voir le deuxième, parce que je me suis dit, c'est bon, tu m'as convaincu que t'étais drôle, maintenant j'en veux plus. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Tant mieux, parce que je pense que c'est ça l'important, c'est ça le but d'un humoriste, c'est de donner envie au public d'en entendre plus. Puis je suis chanceux d'avoir des gens qui veulent entendre ce que j'ai à dire encore, puis qui me permettent de faire ce métier-là, et qui, j'espère, vont me permettre de le faire le plus longtemps possible.
Pour le deuxième spectacle, donc qui s'appelle Une belle soirée, tu décides de t'y prendre complètement autrement qu'avec le premier. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu as créé ce spectacle? Pour le deuxième spectacle, j'avais pas le choix de m'y prendre autrement parce que le contexte était complètement différent. Dans le sens que le premier spectacle, j'avais du matériel de disponible, j'avais du matériel que j'avais déjà. Pour le deuxième, j'avais absolument rien. Je décidé de lancer un deuxième spectacle, mais je n'avais absolument aucun matériel de disponible. Ce que j'ai décidé de faire, sachant que moi, pour créer, ma meilleure façon pour moi de créer, c'est de me mettre en danger, comme je dirais, j'ai pas le choix de créer. Donc, pour le deuxième spectacle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué une salle pendant 2 semaines. Et à chaque soir, j'arrivais avec des nouvelles idées, du nouveau matériel. J'essayais ces idées-là en improvisant un peu, en essayant de voir qu'est-ce qui accroche le public, qu'est-ce qui accroche pas. Puis tu vois, c'est ça que j'ai fait aussi cet été quand je commençais un nouveau spectacle où j'étais en train d'écrire du nouveau matériel. C'est la même chose. J'arrivais devant un public avec une feuille, avec des mots dessus, sur des idées. Je veux parler de ça, je veux essayer de parler de ça. Ça sortait comme ça sortait. Il n'y avait pas de texte d'écrit, j'avais pas répété rien. C'était une façon pour moi de me mettre en danger et en même temps de voir qu'est-ce qui sort naturellement quand je parle d'un sujet, tout simplement. Wow, mais moi je trouve ça complètement fou parce que en plus tu faisais des spectacles parfois de 1 heure, voire 1 heure et demie, avec que du nouveau. Alors je me dis, des fois je teste 3 minutes et je suis terrifié de faire du nouveau. Et toi tu as fait 1 heure, quoi. Je trouve ça fou. Oui, écoute, j'aurais pas fait ça au début de ma carrière. Je l'ai fait à un moment où j'avais déjà une certaine confiance en moi, mais ça reste absolument terrorisant. Là. Ça reste quelque chose qui est extrêmement stressant. Mais je le savais que j'avais pas le choix, moi, en tant qu'artiste, de faire ça, parce que je savais qu'il fallait que je me donne pas le choix d'arriver avec du nouveau matériel et que ça fonctionne pour y arriver. Je savais que si je me donnais moi-même une porte de sortie, puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, si je me donnais une porte de sortie, me connaissant, je vais la prendre le plus tôt possible. Donc, je savais qu'il fallait que je passe par-dessus cette peur-là, puis par-dessus ce stress-là, et de me lancer à fond en me disant, dans quelques semaines ou quelques mois, ça va donner quelque chose dont je vais être fier. C'est ma technique à moi. Ça a ses bons côtés, ça a ses mauvais côtés. Mais moi, je savais que, me connaissant en tant que personne, je savais que c'était la meilleure façon pour moi d'arriver avec un spectacle qui allait me plaire et que j'allais avoir envie de faire encore et encore et encore. En plus de ça, tu t'es imposé de rester assis pour que ça soit vraiment le texte. Ben ça en fait, c'est quelque chose que je fais au début d'un processus quand j'écris un nouveau spectacle, quand je suis en processus d'écriture, puis moi, comme je te dis, j'écris sur scène. C'est sur scène que je trouve les différentes pistes intéressantes. Mais pour moi, même quand le spectacle commence à prendre forme, quand les idées, les sketchs commencent à prendre forme, pour moi, c'est important de les premières fois les faire assis pour être certain que le texte fonctionne en soi. Par la suite, je vais rajouter des mouvements ou par la suite, je vais rajouter une façon de jouer les sketchs ou jouer le texte. Mais pour moi, c'est primordial que le spectacle soit tout aussi drôle à l'écoute qu'il l'est à la vue. Puis je suis 100% conscient qu'il y a des choses qui fonctionnent beaucoup plus quand je les joue que quand je fais juste les dire. Mais pour moi, c'est important, avant de placer les mouvements, avant de placer le spectacle physiquement, c'est important que le texte peut se tenir de lui-même. Je trouve ça à la fois génial et complètement fou, en fait, parce que tu te donnes aucune facilité, en fait. Parce que des fois, le jeu, tu peux faire un petit truc, ça va faire rire les gens. Mais là, si c'est que le texte, t'as encore moins de facilité. Moi, je trouve ça... Je sais pas si c'est de la folie ou du génie, mais... Mais donc, il y a toute une période où tu jouais ton premier spectacle qui était donc vachement rodé et qui en plus est très efficace, donc les gens rient vraiment aux 6 secondes. Et tu jouais le deuxième qui était, lui, en rodage et qui, au départ, c'est un spectacle en rodage, donc il n'est pas encore parfait. Ça devait être super dur de passer de l'un à l'autre. Oh, oui. C'était aujourd'hui, en rétrospective, je me rends compte que j'ai bien fait de faire ça parce que le deuxième spectacle est devenu ce qu'il est devenu, puis c'est un spectacle que moi, j'aime beaucoup. Mais à ce moment-là, c'était pas simple de faire ça, carrément. Parce que non seulement
je faisais les 2 spectacles en même temps, mais mon premier spectacle, je le faisais entre 3 et 4 fois par semaine. Puis le deuxième, je le faisais entre 3 et 4 fois par semaine. Donc, je faisais des spectacles à tous les soirs. Je me donnais absolument aucun moment de répit. Donc, je jonglais entre ces 2 spectacles-là que je faisais en même temps. Un qui était, comme tu dis, extrêmement efficace, puis qui avait des blagues là-dedans, des sketchs que je faisais depuis des années et des années, donc que je connaissais sur le bout de mes doigts, que je pouvais faire en dormant. Et le lendemain, je faisais un spectacle qui était complètement nouveau. Je ne savais pas trop où ça s'en allait, je ne savais pas trop qu'est-ce qui fonctionnait. J'arrivais avec des notes, des feuilles, devant un public qui m'apprécie parce qu'ils sont là, mais qui en même temps ne comprennent pas trop ce qu'ils sont en train de vivre parce que moi, je suis là à lire des papiers, puis à faire « Ah, hey, telle chose, on peut-tu parler de telle... » Puis après ça, de retourner, puis de dire « Voyons, attends, mais là, c'est quoi? » Fait que, tu sais, c'était très, 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 très demandant mentalement. Je ne referai plus jamais ça. C'est sûr que tout au long de ma carrière, je vais toujours préparer le prochain spectacle tout en finissant celui avant. Ça, c'est sûr et certain, parce que moi, je ne veux pas qu'il y ait de pause entre mes spectacles. Mais c'est sûr que je vais le faire différemment. Cette fois-là, je me suis... je ne sais pas si ça se dit... ici, on dit... Je me suis brûlé complètement. On le dit pas, on dirait plus je me suis exténué. Mais voilà, je me suis exténué. Comme j'écoute tellement de podcasts québécois et d'humoristes, je me suis dit, il va dire brûlé. Là, je le sais, ça s'en vient. T'as tout compris. D'ailleurs, même ça s'en vient, on dira pas ça. Ah ouais. Tu commences. Je m'adapte. T'es prêt? T'es prêt? Mais donc, pour la première officielle de ton deuxième spectacle, tu décides de faire une soirée où tu vas dire au revoir au premier spectacle en le jouant le même soir que le deuxième pour la première. D'où est venue cette envie de faire ça comme ça? Je me souviens pas. Je me rappelle que c'est une idée que j'avais eue. Je me disais, ce serait intéressant de faire le premier pour la dernière fois et le deuxième pour la première fois le même soir. C'est quelque chose que je voulais offrir à mes fans, aux gens qui me suivent, puis faire un événement particulier. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, faire ça. Je trouvais que c'était très stimulant. Je sais pas d'où m'est venue l'idée. J'ai pas de souvenir de la genèse de cette idée-là. Mais je me rappelle que quand j'ai eu l'idée, elle m'est restée en tête très longtemps. Donc, je me rappelle, quand j'ai eu l'idée, c'est sûr, il y a des idées comme ça que j'ai, puis que je me dis, si ça ne voit pas le jour, je vais y penser le restant de mes jours. Donc, il faut que je la fasse. Puis cette idée-là, ça faisait partie de cette catégorie-là d'idées où je me dis, si je le fais pas, je vais en parler sans arrêt. Donc, il faut que je le fasse. Puis ça a été une bonne décision parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Que je pense que les gens qui ont embarqué ont beaucoup apprécié. C'est une expérience que je vais refaire assurément. Qu'est-ce qui change avec le deuxième spectacle? Qu'est-ce que tu abordes de plus? Qu'est-ce qui a changé? C'est un spectacle qui est, selon moi, beaucoup plus personnel que le premier. Le premier, c'est un peu ce qu'on appelle un best-of là, de plusieurs sketchs que j'avais déjà écrits ou que j'ai écrits par la suite. Le deuxième, le processus d'écriture que j'ai utilisé, comme on disait tantôt, c'est-à-dire juste d'arriver devant le public et de parler de ce que je vis ou de ce que j'ai en tête. Ça fait en sorte que c'est un spectacle qui est beaucoup plus personnel, beaucoup plus proche de qui je suis, qui parle beaucoup plus de moi et qui est plus profond, je pense, que le premier, qui était un spectacle qui était, je pense, extrêmement efficace, mais qui était plus, en surface de qui je suis. Le deuxième est plus personnel, selon moi. Puis c'est pour ça que il me plaît particulièrement parce que j'ai moins l'impression. Pour le premier spectacle, j'ai beaucoup aimé faire le spectacle, mais les dernières représentations, je te dirais que je le faisais avec un peu moins d'entrain qu'au début parce que j'avais plus l'impression de livrer des sketchs que de parler de moi. Puis je m'en rends compte avec le deuxième que je m'ennuie pas à le faire. J'ai toujours autant de plaisir à le faire parce que j'ai vraiment l'impression de parler de moi et d'avoir une discussion avec le public. Donc, c'est ça la grosse différence, je te dirais, entre les deux spectacles. Et est-ce que tu penses que le deuxième est meilleur que le premier? Moi, je suis convaincu qu'il l'est. Je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes qui ont préféré le premier et d'autres qui préfèrent le deuxième. Ça, c'est hors de mon contrôle et c'est tout à fait correct et tout à fait normal. Je pense que le premier spectacle est un spectacle qui était peut-être plus efficace. Je pense qu'il y avait plus de gags dans le premier spectacle, mais je pense que le deuxième est nettement plus intéressant à écouter que le premier. Donc, je pense que le premier spectacle, pour quelqu'un qui veut
tout simplement rire pendant 1 heure et demie. Mais moi, je suis convaincu que le deuxième spectacle est meilleur dans le sens qu'il est mieux écrit, il est mieux joué, il est plus senti par moi. Donc, pour moi, c'est évident que le deuxième est meilleur. Maintenant, j'aurais aucun problème à ce que quelqu'un me dise qu'il a préféré le premier. Je continue de penser que mon premier spectacle était un excellent spectacle qui était très, 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 très agréable à écouter. Mon opinion par rapport à ça ne compte pas, ne vaut pas plus que l'opinion de quiconque qui a vu les deux spectacles. Bah, si tu fais une captation du deuxième ou si j'ai l'occasion de le voir au Québec, qui sait? À mon avis, je te dirai lequel j'ai préféré. Très bien. Si tu es au Québec, tu m'envoies un message puis ça va me faire un énorme plaisir de t'inviter. Ah, c'est gentil. Combien de temps tu penses que tu vas tourner encore avec ce spectacle? Ici, avec le Covid, c'est un peu particulier, mais... Je le sais pas. Je vais le faire tant et aussi longtemps que j'ai du plaisir à le faire et que je le sens pertinent. C'est sûr que j'ai des engagements de tournée que je dois respecter. J'ai des dates qui sont déjà bookées dans plusieurs mois, donc ça, je dois évidemment respecter ça. Est-ce que je vais le faire encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Je serais surpris de le faire 4 ans parce que j'aimerais ça produire le plus de spectacles possible. Mais tant et aussi longtemps que j'ai du plaisir à le faire et que je le sens pertinent, je vais le faire. Je vais laisser le spectacle décider combien de temps il va être fait. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de faire de l'humour? Est-ce que c'est la tournée, comme tu disais tout à l'heure? Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est le jeu sur scène? Je me sens vraiment bien sur une scène. Je peux pas te répondre mieux que ça. Je suis fier de moi. Je suis fier de ce que j'accomplis. Je suis fier des idées que j'ai. Je suis fier de la façon que je les fais. Ça me fait sentir vraiment bien par rapport à moi-même, être sur une scène. Ça me rend vraiment heureux. Mais du coup, question inverse, qu'est-ce que t'aimes le moins dans le métier? Je te dirais que c'est peut-être plus un peu le côté business de tout ça, le côté affaires. Ça me rejoint un peu moins. Je pense que j'aime tellement le côté créatif que quand ça devient des tableaux, puis quand ça devient des prédictions, puis des ventes d'étiquettes, de billets, ça me rejoint un peu moins. Ouais, ce côté-là, le côté business, m'attire pas énormément de ce métier-là. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière? De continuer à être inspiré, parce que tout part de moi. Si moi je travaille fort, je pense que ça va donner envie aux gens d'écouter ce que j'ai à dire. Donc, je continue à être inspiré, à avoir une belle vie en dehors de ma carrière, juste que ça continue. Je dirais juste tout simplement. Et ben du coup, maintenant, on va passer à ce que j'appelle donc l'interview name dropping. Je vais te demander à chaque fois de me citer un humoriste, mais tu ne peux en citer qu'un à chaque fois. D'accord. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Un humoriste américain qui s'appelle Marc Maron. C'est celui qui fait justement WTF que tu as mentionné tantôt. Je pense que c'est l'humoriste qui m'a le plus inspiré. D'un côté, encouragé parce que c'est quelqu'un qui est tellement, tellement personnel dans son humour, mais qui, en même temps, il y a tellement de problèmes, ça a l'air tellement compliqué dans sa tête, mais il réussit, grâce à un talent absolument époustouflant, à démêler tout ça et à le communiquer d'une façon tellement, tellement habile que moi, ça m'a renversé. La première fois, quand j'ai découvert cet humoriste-là, ça m'a tellement parlé que je pense que ça m'a inspiré. Je pense que c'est celui qui m'a inspiré le plus. Un humoriste que tu trouves qu'on sous-estime. Il devrait tellement être plus connu dans le monde, tellement il est bon. Oh my God, ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je vais t'en nommer un au Québec. C'est pas une atteinte à sa carrière du tout. Là. C'est quelqu'un qui a une belle carrière. Mais c'est un humoriste québécois qui s'appelle Yannick de Martineau. Oh oui! Qui est incroyable. Selon moi, définitivement un des plus drôles. Je le trouve. À chaque fois que je le vois sur scène, c'est un des seuls humoristes qui me rend jaloux vraiment. Il y a tellement un style que je le trouve tellement chanceux d'avoir trouvé ce style-là puis d'être ce qu'il est. Mais puis en même temps, c'est pas en train de dire qu'il n'a pas une belle carrière. Au contraire. Mais je pense que selon moi, c'est quelqu'un qui est vraiment pas assez connu pour la qualité du mot qu'il fait. Ben je suis avec toi, je recommande tellement. Qu'est-ce qui me fait rire? Mais c'est tellement à part de tout. Non, c'est incroyable. C'est complètement unique, c'est brillant. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être beaucoup plus connu qu'il l'est. C'est le premier nom qui me vient. Mais écoute, des humoristes qui ont pas encore atteint leur apogée, il y en a plusieurs. Mais le premier qui me vient en tête, moi, personnellement, là, si j'avais le pouvoir d'en faire connaître un, là, ce serait lui.
Et j'ai passé la question, mais est-ce que toi, ça t'a tenté de venir jouer en Europe et de faire carrière ici aussi ou pas spécialement? J'ai rien contre, mais moi, quand je fais quelque chose, je vais le faire à 100% ou je le fais pas. Je le sais que si je vais en France ou je vais en Belgique ou que si je vais dans la francophonie en dehors Québec, si je me dis, OK, j'y vais 3 mois, puis je le sais que je me donnerai pas à fond. Fait que si un jour je décide d'essayer de faire carrière à l'extérieur du Québec, c'est parce que je prends un billet d'aller, mais pas de billet de retour. C'est sûr que ça m'intéresse, mais en ce moment, je suis pas allé au bout de ce que j'ai envie de faire ici, donc c'est pas dans mes plans. Mais c'est parce que je me disais, comme t'as un humour qui est pour moi universel, qui est pas pro-Québec, et je pense que ça marcherait. Pas comme si tu faisais du name-dropping de personnes qu'on connaît pas. Je veux dire, le numéro du CrossFit, il est international. Peu importe d'où tu es, on va être mort de rire. Je pourrais très bien arriver dans ma carrière, mais je vais le faire quand je vais sentir que c'est un défi que j'ai le goût de surmonter à 100%. Si ça arrive, je vais le faire. C'est ce que je me suis rendu compte que je n'avais pas posé cette question-là et ça m'intéressait de savoir. Une très bonne question. Pour savoir si c'est toi qui allais venir à moi ou l'inverse, ben apparemment c'est moi qui vais devoir venir au Québec. J'ai compris. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré? Il y en a plusieurs. C'est dur d'en nommer un particulièrement. La grosse majorité des humoristes sont très, très, très gentils. Écoute, moi, je suis très, très, très ami avec François Bellefeuille, avec Louis T. Donc, je te dirais eux parce qu'ils ont une place spéciale dans mon cœur, mais je pourrais pas. Je m'entends bien avec tout le monde. Moi, en général, quand tu fais ce métier-là, pour moi, tu pars avec une longueur d'avance parce que tu as la même passion que moi. Continue, il y a une rencontre qui me revient, je te la dirai, mais pour l'instant, je suis pas capable de trouver une personne qui m'a surpris par sa gentillesse. Il n'y a pas de problème. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux, niveau écriture pure? François Bellefeuille. L'humoriste qui, pour toi, est le meilleur interprète, celui qui joue le mieux? Je pense que j'irai avec François aussi. Là. Je pense que c'est quelqu'un qui a un énorme talent à jouer ce qu'il écrit. Il y a un humoriste québécois qui s'appelle Dominique Paquet, qui a une façon de son visage, son physique. Je peux pas m'empêcher de rire quand je le vois sur scène. Je trouve que c'est quelqu'un qui est foncièrement extrêmement drôle, naturellement. Celui qui, dans son jeu, me fait le plus rire. Un humoriste que tu étais tellement fier d'avoir fait rire toi? Louis-José. Et un humoriste qui t'a surpris dernièrement, la dernière surprise? Surpris dernièrement. Malheureusement, j'ai pas la chance maintenant avec ma tournée de côtoyer beaucoup les jeunes qui commencent, malheureusement. Ah, mais ça peut être sur Netflix, hein? Quoi, sur Netflix, mon Dieu, on en parlait au début, un humoriste qui s'appelle Ian Bagg, un humoriste canadien qui se spécialise en impro. Il fait ce qu'on appelle du crowd work, là, c'est-à-dire il fait juste parler au public, il s'amuse avec ça. Je trouve ça absolument extraordinaire. Moi, les humoristes que j'ai découvert récemment, il y a un humoriste américain qui s'appelle Nate Bargatze, qui est très bon aussi. Il y a un humoriste Dan Soder que j'aime beaucoup aussi. Il y en a tellement. Écoute, j'ai trop de noms en tête. Ça vaut tellement la peine de découvrir les jeunes, de découvrir l'humour parce qu'il y a tellement de talent que si tu as envie de découvrir, il n'y a pas de meilleur moment, je pense, dans l'histoire de l'humanité pour découvrir des nouveaux humoristes parce qu'il y a tellement de talent. C'est sûr que tu trouves ton compte quelque part. Mais moi, j'aurais limite tendance à dire même qu'il y en a trop. Je sais plus quoi regarder, il y a trop de choix. Je me dis, si je regarde un, je regarde pas l'autre et j'ai pas le temps de regarder celui-là. Il y en a tellement. Je dirais pas trop, parce que je pense qu'on n'a jamais trop de choix. Je peux comprendre pour certaines personnes, les gens qui sont pas nécessairement intéressés par ça, ça peut, oui, en effet, devenir beaucoup. Et sembler très gros. Pour moi, non. Pour moi, il n'y en aura jamais trop. Je peux comprendre qu'à un moment, ça devient beaucoup. Là. Ça devient étourdissant, le nombre de possibilités, en effet. Mais c'est parce que j'aime tellement ça que j'ai envie de tout voir, en fait. Et j'aime bien voir un spectacle au complet. C'est sûr. Dans la toute dernière partie, maintenant, je te demande de choisir entre deux humoristes. Et tu me dis lequel te fait le plus rire. OK. Premier choix entre Marc Maron et Stuart Lee. Moi, je vais y aller avec Marc Maron. Stuart Lee, je trouve que c'est quelqu'un qui a un énorme talent, mais moi, ça me rejoint pas nécessairement. Mais Marc Maron, c'est mon humoriste préféré, donc peu importe à qui tu l'aurais comparé, je t'aurais dit Marc Maron. C'est de loin l'humoriste qui a le matériel qui me rejoint le plus. Alors, deuxième choix entre Jean-Marc Parent et Louis-José Houd. Je peux pas choisir. C'est mes deux idoles. Je peux pas. C'est égal. Entre Mike Ward et Guillaume Wagner.
c'est encore une fois, je trouve que les deux sont des génies de l'humour. Moi, Guillaume, c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé à faire de l'humour. Ça a été le premier humoriste que moi, j'ai côtoyé là, au début de ma carrière où j'ai fait « OK, non, lui, il est vraiment, 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 vraiment bon. » J'étais absolument fasciné par ce gars-là. Je trouve que c'est un humoriste pur. Je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Je te dirais que c'est l'humoriste que je connais qui est le plus passionné par ce métier-là. C'est une encyclopédie d'humour. Mike, je l'ai connu en tant que fan d'humour avant de le connaître personnellement. Donc, c'est une situation complètement différente. Je trouve que c'est un des pionniers du stand-up au Québec. Je trouve que c'est quelqu'un qui en faisait même dans le temps que c'était pas populaire et qui a ouvert des portes absolument extraordinaires. Je trouve que c'est un gars qui est prolifique. C'est hallucinant à quel point il produit du matériel, à quel point il se renouvelle tout le temps. C'est quelqu'un qui est profondément fidèle aux gens qui le suivent. Je peux pas choisir entre les deux. Il y a aucune façon, il y a aucune chance que je choisisse entre les deux. Pour moi, les deux méritent autant de respect un que l'autre. Mais j'ai fait des choix impossibles exprès pour avoir ces explications. Je comprends le principe du jeu. Entre Louis C.K. et Dave Chappelle. Le plus rire, définitivement Louis C.K. Louis C.K., je pense, au-delà, on n'embarquera pas dans le côté moral de tout ça, là, mais pour moi, Louis C.K., c'est l'humoriste le plus drôle qui a existé. Je pense que aucun humoriste qui m'a fait plus rire vraiment de trip là, que Louis C.K. Dave Chappelle reste un monument et peut-être le meilleur de tous les temps par son talent et sa capacité à utiliser le médium qui est l'humour pour dire ce qu'il veut dire, mais en fait, d'efficacité comique, là, pour moi, Louis C.K. est absolument imbattable. Pour moi, c'est l'humoriste le plus drôle qu'il y a pour moi. L'humoriste. Je te dis côté moral par rapport à tout ça. J'ai mes réserves et chacun a droit à son opinion par rapport à ça. Mais si on parle tout simplement de matériel humoristique, pour moi, c'est le plus drôle. Là. Je suis d'accord avec toi et c'est vraiment purement au niveau de l'œuvre ici. Et je le précise parce que je le dis à chaque fois, mais tous les humoristes qui sont cités sont que des gens ultra talentueux dont j'aimerais avoir 1/100 de leur talent et je serais déjà... Oui, c'est ça. C'est des choix difficiles là, que tu me proposes. Entre Bill Burr et Sébastien Maniscalco. Tu vois, ça c'est intéressant parce que c'est deux styles que j'adore, mais qui sont complètement, pas complètement différents, mais très, très à l'opposé. Moi, Sébastien Maniscalco me fait énormément rire sur scène. Ses derniers spectacles sont peut-être un peu moins efficaces, mais ses premiers c'est dans les spectacles, je pense, les plus efficaces que j'ai vus. Bill Burr a une façon de me faire rire, même quand je suis pas d'accord avec lui, que je trouve assez exceptionnelle, puis que moi, je trouve vraiment admirable. Tandis que Sébastien Maniscalco, il y a aucune opinion dans ses affaires. C'est de l'humour principalement d'observation. Son delivery, son jeu est tellement efficace. C'est une machine de guerre. Bill Burr, pour moi, c'est un génie de l'humour, un peu comme Dave Chappelle, dans le sens qu'il a trouvé une façon d'utiliser ce médium-là pour dire ce qu'il pense, puis qui réussit à me faire rire, même quand je suis pas d'accord avec lui, ce qui est absolument extraordinaire, ce qui est un exploit. Qui est un exploit vraiment sous-estimé. Mais du coup, tu ne sais pas choisir non plus? Non. Non. Non, je peux pas dire lequel des deux me fait le plus rire. Entre Sam Breton et Yannick Demartino. Je pense que dans les deux cas, j'ai beaucoup de respect pour les humoristes qui se concentrent 100% sur la scène et qui sont dédiés à la scène. Et pour moi, ces deux gars-là, c'est deux exemples de persévérance que je trouve vraiment inspirants. C'est deux gars qui ont un style complètement unique, qui sont complètement eux-mêmes, qui font un style que personne d'autre fait. Et pour moi, ça, c'est admirable. Mais donc, tu ne sais pas choisir non plus? Non. Ça, je te le dis tout de suite, tu peux continuer à me poser des questions. Pour des gens que je côtoie, pour des amis, son personnage, jamais je vais dire qui... Parce que c'est tellement... Ça veut rien dire qui me fait le plus rire ou qui me fait moins rire. Pour moi, ce métier-là, c'est au-delà du rire, c'est au-delà de l'exclamation. C'est un art, tu sais, c'est une façon de communiquer. Tout le monde a une façon différente, tout le monde a un style différent. Il y a certaines choses que Yannick vont faire qui vont faire plus rire que ce que ça me fait, puis il y a des choses que ça me fait qui vont faire plus rire. Pour moi, j'ai un énorme respect pour ces deux personnes-là. Je peux pas dire lequel des deux me fait plus rire. Il n'y a pas de problème. Le but, c'est plus de voir qu'est-ce qui te touche dans le travail de chacun que de te faire vraiment choisir
entre les deux. Entre Jimmy Carr et Ricky Gervais. Là, je vais t'en nommer un. Moi, c'est Ricky Gervais. Parce que moi, Jimmy Carr, moi, je suis pas un gros fan de ce qu'on appelle les one-liners. Là, c'est-à-dire tout, chaque gag est indépendant des autres. C'est pas un style qui me rejoint énormément. Cela dit, je pense pas que Ricky Gervais est nécessairement un stand-up de grand talent. Je pense que c'est un gars extrêmement drôle, qui est un comédien extraordinaire. Moi, il me fait beaucoup. Moi, Jimmy Carr, c'est pas quelque chose qui me rejoint nécessairement. L'humour choquant, moi, c'est pas quelque chose qui me parle nécessairement. J'aime quelqu'un qui va aborder des sujets inconfortables. J'ai pas de problème avec ça et je vais même apprécier. Mais d'être inconfortable pour être inconfortable, moi, personnellement, ça me rejoint pas. Moi, Jimmy Carr, c'est pas quelqu'un... Je suis capable d'apprécier. Je pense que c'est quelqu'un qui écrit très, très bien. Je pense que c'est phénoménal, sa qualité d'écriture. Mais c'est pas un style qui me fait vibrer, pas particulièrement. Tandis que Ricky Gervais, je trouve qu'il est beaucoup plus talentueux dans des aspects qui, moi, me rejoignent plus. C'est-à-dire dans la communication, dans le jeu, dans la façon d'aborder des sujets, ça me rejoint plus. On revient au Québec entre Catherine Levac et Virginie Fortin. Je pense que c'est deux personnes qui... Ça revient à ce que je disais tantôt quand tu me parles de deux humoristes québécois. C'est deux personnes qui ont un style complètement unique et qui ont eu le courage d'aller dans leur style et d'explorer leur style et de créer quelque chose d'unique. C'est admirable. Deux personnes que j'admire beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui font honneur au métier que j'aime. Donc, j'ai rien à dire. Entre Sarah Silverman et Catherine Ryan. Les deux me font extrêmement rire. Je pense que j'aurais difficulté à choisir une des deux. Égal, je dirais. Je vais faire un petit choix en France quand même, entre Roman Fressinet et Kian Kojandi. Malheureusement, Kian, je ne l'ai pas vu beaucoup sur scène. Je sais évidemment très bien c'est qui. Je l'ai croisé à quelques reprises quand il était ici, mais je n'ai pas eu la chance de le voir beaucoup sur scène, contrairement à Roman, qui lui a commencé ici. Moi, Roman, donc je vais pas te comparer les deux parce que ça serait complètement injuste, parce que j'ai pas la même expérience avec les deux. Mais moi, je vais te dire que Roman, c'est un des jeunes humoristes qui m'a le plus impressionné. La première fois que j'ai vu Roman, j'ai fait « Oh, OK, non, lui, il a un talent particulier. Je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, d'extrêmement drôle. Puis il a tout le succès qu'il mérite et je suis très content pour lui. Kian, je l'ai rencontré à quelques reprises. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil, extrêmement sympathique. Mais malheureusement, comme je te dis, je peux pas comparer les deux parce qu'il y en a un que j'ai vraiment pas assez vu comparé à l'autre. Mais alors, peut-être que tu ne le sais pas, alors je vais te le conseiller, mais le spectacle de Kian Kojandi, le premier spectacle Pulsion, est disponible sur YouTube complet. D'accord. Il est incroyable. C'est mon spectacle français préféré. Je vais regarder ça. J'ai pas encore vu son nouveau, mais ce spectacle, moi, je l'ai regardé 6 fois et je peux encore le regarder. C'est un bon signe dans ce cas-là. Un petit dernier choix entre Jay du Temple et David Bocage. Malheureusement, comme je te dis, ça, c'est deux personnes qui ont commencé, que j'ai pas la chance, malheureusement, de croiser assez. J'ai commencé ma tournée quand ces deux gars-là ont vraiment commencé à prendre plus de place dans le milieu. David Bocage, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, quand même avant. C'était le frère d'une de mes amies d'enfance. Donc, je le connais depuis presque 25 ans. Donc, c'est sûr que je vais toujours suivre ce qu'il fait parce que j'ai un attachement envers cette personne-là qui est au-delà de juste un collègue. Malheureusement, je me sens toujours mal, je n'ai pas la chance de le voir assez souvent. J'en entends beaucoup parler. Il y a beaucoup de monde qui me disent à quel point il est bon. Puis j'en ai aucun doute, mais je ne l'ai pas assez vu sur scène. Puis Jay, la même chose. Je sais que depuis quelques années, il fait ses affaires puis qu'il a un beau succès. Puis que, comme je te dis, moi, le seul souvenir que j'ai de lui, en fait, le seul contact réel que j'ai eu avec lui, c'est pendant que lui était à l'école et moi, j'étais prof. Puis je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui m'avait vraiment, vraiment, vraiment impressionné par son éthique de travail puis son amour pour ce métier-là. Donc, c'est deux personnes
à qui je souhaite le plus de succès possible. Malheureusement, c'est la seule chose que je trouve dommage en ce moment de ma carrière, c'est que j'ai pas assez l'occasion de côtoyer la jeune génération. Puis je pense que c'est absolument primordial pour un humoriste de se tenir au courant de ce qui se fait dans la génération qui te suit pour rester actuel, pour rester à jour, puis rester motivé. J'espère qu'ils feront des captations aussi pour que je puisse voir leur spectacle. On est deux. J'ai une toute dernière question que j'aime bien poser, c'est qui est-ce que tu penses que je devrais inviter dans le prochain épisode? Qui est-ce que tu aimerais entendre dans le même exercice que tu viens d'avoir? On revient sur son parcours, on parle un peu humour, on voit un peu ce qu'il aime. Ben écoute, je vais te parler de mes amis. C'est sûr que je pense que François Bellefeuille est quelqu'un d'extrêmement intéressant à parler pour son parcours. Je pense que Louis T est une des seules personnes qui peut parler d'humour plus longtemps que moi. Okay. C'est quelqu'un qui est absolument passionné par ça, qui ne parle que de ça. Enfin, je te dirais, ces deux noms-là, tu te trompes pas, c'est sûr. Ça marche, j'en prends note. En tout cas, merci énormément d'avoir accepté de faire le podcast, d'avoir parlé longtemps avec moi. Désolé, j'ai pris beaucoup plus de temps que ce que je t'avais dit au départ. Ça me fait plaisir. Merci et merci encore. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.